Bonsoir et bienvenue. Nous sommes en 2022. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, on a fait un petit tournoi Mario Kart, mais on n'avait pas encore repris les hostilités concrètement. Ça y est, nous sommes lundi soir, il est 21h05. C'est 66 millions de procureurs. Toujours pas avec moi-même, IDB, et mes deux fidèles compagnons. J'ai nommé Maître Benz, a.k.a. Adrien, et Renzidou, a.k.a. Alexis. Voilà, Et que vous oui, pouvez voir bonsoir. sur l'écran à côté de moi, enfin en dessous de moi surtout. J'espère que oui, vous êtes prêts à reprendre les choses avec nous. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue d'actu. Voilà. Euh, Quoi de particulier à dire, je ne sais pas. Quels sont les sujets qu'on va aborder, messieurs? Moi, on dirait que je développe des photos là, avec la lumière. Mais les sujets qu'on va aborder, je crois que tous les deux là, vous allez un peu nous parler du micmac, comme ça qu'on l'avait qualifié sur Twitter, Oh que oui. concernant le pass vaccinal. Donc, on va pas parler d'un point de vue sanitaire, mais je pense qu'on va parler d'un point de vue un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, les déclarations du président, les réactions, l'impact politique, tout ça. Je crois qu'on va parler un peu de tout ça dans un premier temps. Mhm. Et puis après, moi, je vous ferai un premier retour. Enfin, je vous ferai un premier retour. Je parlerai avec vous de la présidence française de l'Union européenne, qui a commencé le 1er janvier dernier et qui est normalement un moment important, un moment politique démocratique important. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est à peu près de ça dont on va parler, non? Je Ça pense, m'a oui. l'air pas mal, ouais. Alors, Euh, priorité au direct, hein, si jamais Jean Castex nous annonce quelque chose d'incroyable, on interrompra évidemment le live. c'est Mais déjà en fait, non? attendant, ouais, c'est Ah, ces déjà annonces, elles fait. ont déjà été. Oui. On Non, mais n'a plus rien à en attendre, quoi. sait-on jamais, sait-on jamais. Alors par contre, on commence. Eh ben, je crois que tu sais très bien par quoi on commence. On va commencer par toi-même. Excellent. Donc, je t'en prie, je t'en Ouais, bah, prie. moi je vais vous parler, du pass vaccinal évidemment, surtout de la partie un peu, législative qu'il y a derrière tout ça. Donc, Gabriel Attal a été invité, sur BFM TV hier et a évoqué une application du pass vaccinal dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier. Donc, très bientôt. Lui, il dit assumer de transformer ce pass sanitaire en pass vaccinal et de faire peser ainsi la pression sur les personnes qui ne sont pas vaccinées. Ça, on y reviendra également, hein, puisque c'est pas le seul à avoir tenu des propos, Ouais, de c'est ce pas le seul à genre-là, assumer, on va dire hein. quoi. Voilà, tout à fait. Donc, je vais peut-être d'abord vous parler en soi de ce que c'est, que le Ouais. pass vaccinal avant peut-être de parler de la procédure législative. Oui. Donc le projet de loi en question, il prévoit, ce fameux pass vaccinal, c'est-à-dire qu'on va exiger la preuve de vaccination complète au-delà, de 12 ans pour l'accès au restaurant, pour l'accès au café, des lieux de culture, de loisirs, des salons, les transports interrégionaux. Donc exit la possibilité de simplement présenter un test, négatif. Donc voilà, pour résumer, ce vaccin, il devient Et obligatoire, même si c'est pas spécialement comme ça qu'on le présente pour, les c'est plus la de 12 seule ans. différence, en fait, c'est juste que ça réduit le pass sanitaire à la preuve de vaccination au lieu de pouvoir présenter un test PCR ou Alors antigénique. c'est l'idée principale, après c'est pas seulement ça. Il y a, quelques modifications, les amendes sont notamment alourdies. Maintenant c'est 1 000 € pour l'exploitant d'un établissement qui aurait pas vérifié les passes sanitaires, pour dès la première infraction. Avant il fallait être, verbalisé un certain nombre de fois. C'est 1 000 € également pour, l'utilisation d'un faux pass. Avant c'était 135 € ou pour le prêt de son pass à quelqu'un d'autre. Également pour l'utilisation d'un faux pass sanitaire, on passe sur une amende qui est de 5 ans d'emprisonnement maximum. Enfin, c'est plus une amende du coup, une peine de prison, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende maximum. Hmm. Il y a des contrôles renforcés, on prévoit des contrôles renforcés. Les restaurateurs, et ça a fait beaucoup débat, pourront vérifier l'identité en cas de raison sérieuse de penser que Mais le document présenté n'est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente. et Oui. donc, avec quelles conséquences? Parce qu'ils ont pas normalement, enfin, je connais pas exactement les termes que je vais employer, ils vont pas être corrects, mais c'est un pouvoir de police de contrôler Bah, OPJ, c'est compl il l'identité. y a que c'est l'OPJ qui a le droit de faire un contrôle d'identité. Oui, mais du coup, quelle est la conséquence? Parce que j'imagine Alors, que tu montres un pass il y a, sanitaire. il y a distinction, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux termes, il me semble, enfin, je sais pas si Adrien avait prévu le coup, peut-être. non, vas-y, je te laisse, Et si je ne m'abuse, il y a deux catégories, c'est-à-dire il y a contrôle d'identité, il y a relevé d'identité, qui sont deux choses différentes et qui relèvent de deux pouvoirs différents. C'est-à-dire que il y en a un, par exemple, c'est le type de droit que vont avoir les videurs
à l'entrée des boîtes, par exemple, pour vérifier ton âge, ce genre de choses, alors que l'autre se réfère à la procédure judiciaire de la police. Est-ce que je me trompe, Adrien, ou est-ce que tu avais prévu de parler de ça? Bah, Pardon, je t'ai non, coupé. j'avais pas spécialement prévu de ça. Moi, j'avais prévu de parler du conseil concite, mais on en parlera un peu plus tard. Mais, non, mais C'est Oui, bien bien sûr, pardon. aussi de parler du conseil concile. sur ces questions-là non, non, mais bien, c'est parce que sur ces questions-là, moi, je pense que le contrôle de constitutionnalité va avoir son importance. En tout cas, de toute façon, il va avoir lieu. Mais, je vais en reparler. Dans Alors, le autre chat, fois, il y n'hésitez pas, hein, avait, si vous avez des précisions, si vous avez parce que c'est un peu ou compliqué, donc ou n'hésitez des surtout pas à questions. poser toutes les questions que vous Et Ouais, bonjour Biu Biu, d'ailleurs. Au-delà de ça, bon, quelques petites mesures, notamment pour les sorties scolaires, activités périscolaires, bon, on va pas trop en parler parce que c'est pas le plus important ici, même si ça a son importance. Alors, pour être un peu plus précis quand même, sachez que pour vous en sortir, et ici c'est un rappel, si vous êtes double vacciné et que la deuxième dose date de plus de 7 mois au 15 janvier, alors il vous faudra la troisième dose pour bénéficier à nouveau de ce pass. À partir du 15 OK. février, cependant, le pass sera désactivé si votre deuxième dose date de plus de 4 mois. Sauf si vous avez un test au Covid de moins. Alors en 2 mots, là où avant il y avait besoin d'un simple pass sanitaire, aujourd'hui les tests négatifs ne seront plus acceptés. Il faudra en gros, donner la Voilà. preuve d'un schéma vaccinal complet, avec, quelques petites modifications, notamment des sanctions un peu plus lourdes, et des, dates à ne plus savoir, quoi comprendre, sachant, pour savoir si vous avez votre troisième dose ou pas. Bon, voilà, on en reparlera peut-être un peu plus en détail, mais c'est l'idée. Alors on disait, hein, je me souviens lorsqu'on parlait de la vaccination qu'il était impensable de faire quelque chose qui ressemble à de la vaccination obligatoire. Pourtant là, on y est bien et Bah, ça va peut-être d'ailleurs poser problème. Oui, Alexis? non, juste sur la vaccination obligatoire, justement, on en a rapidement parlé avec Akarak, qui est, je Mmh. crois, ici. Avant, on n'est pas dans une obligation, de vaccination et en fait, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait avoir une obligation vaccinale? En Italie, Mmh. par exemple, les plus de 50 ans sont obligés de se faire vacciner. Ouais. Moi, ce que je me suis pas renseigné sur la loi italienne, donc si quelqu'un a les infos, qu'ils hésitent pas à partager avec nous, mais À dans quel les faits, niveau? comment tu fais? Ah. Tu envoies les pompiers chez les gens où tu les forces physiquement à se faire vacciner? Tu fais des contrôles random, pour voir si les gens sont vaccinés? Enfin, la vaccination obligatoire, vraiment, c'est Non, une non, toute mais autre question qui pose des questions enfin, des problèmes logistiques insolubles, hein. bien sûr, non, mais je parle pas tant d'une vaccination où 2 policiers viendraient te tenir pendant qu'un médecin te vaccine. Mais on peut parler d'obligation de soins ou d'obligation de vaccination lorsque sans ça, tu ne peux absolument plus te déplacer, plus aller manger dans un restaurant, plus rien faire. Et à partir de là, jusqu'à maintenant, il y avait toujours cet échappatoire de dire: «Non, non, mais c'est bon, vous pouvez toujours faire un test». Aujourd'hui, on va plus avoir ça. Et ça, au niveau du Conseil constitutionnel, c'est pas dit que ça passe. Donc il va falloir voir tout ça. J'en reparle un tout petit peu après, si ça vous va, parce que j'aimerais d'abord explorer un peu avec vous ce qui s'est passé, Ouais, pendant cette ouais. procédure législative qui n'a pas été simple et qui promet de ne pas être simple jusqu'au bout. Alors, ça a été pour l'instant bien compliqué. 3 jours d'échanges à l'Assemblée, 3 interruptions de séance qui ont été assez médiatisées, Mmh. beaucoup d'amendements et surtout des tensions politiques de tous les côtés, et ça, on y reviendra peut-être un peu plus avec toi, IDB, tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours pas terminé puisque même si l'Assemblée a finalement adopté le texte jeudi dernier, le Sénat doit à son tour l'examiner, à commencer aujourd'hui en commission, et normalement l'examinera demain en séance, donc voilà. Je vais peut-être faire, si vous voulez bien, un tout petit rappel de ce qu'est la procédure législative pour qu'on soit tous au clair là-dessus. Le but d'une proposition ou d'un projet de loi pour être, accepté, pour entrer en vigueur, c'est, enfin pour être, voté, c'est d'être examiné successivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, peu importe l'ordre, en vue de l'adoption d'un texte identique par les 2 assemblées. C'est seulement à cette condition que le texte de loi va pouvoir devenir définitif. On parle de projet de loi lorsque c'est le gouvernement qui amène, l'initiative de la loi, proposition lorsque c'est les députés. Donc en gros, dans un premier temps, on va déposer le texte devant une des assemblées, on va normalement, l'envoyer à l'examen d'une commission parlementaire, puis au minimum 6 semaines après,
Le texte est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Alors vous noterez qu'ici on n'a pas eu 6 semaines, mais parce qu'on est dans le cadre d'une procédure accélérée qui s'applique notamment aux états de crise. Et ensuite, une fois que la commission a fait son travail, la première étape, devant l'assemblée, c'est la séance publique. Donc c'est cette image qu'on a tous des députés dans l'hémicycle qui examinent le projet de loi. Dans un premier temps, on examine d'une manière générale le texte. Donc on présente le texte, on peut discuter des motions de procédure, des motions de rejet, des motions de renvoi en commission, ou la suspension des débats et cetera. Donc c'est vraiment sur les motivations et le texte en général. Dans un second temps, on va faire un examen détaillé du texte, article par article, et examiner tous les amendements qui ont été présentés par les participants au débat, que ce soit le gouvernement, que ce soit les commissions ou des députés ou sénateurs, selon la chambre. Et enfin, on vote. Et voilà, une fois qu'on a validé ça devant une chambre, ici l'Assemblée, on a fait ça jeudi, eh bien, oh merci pour le prime, DB, Isaiah. Je voulais pas te couper, excuse-moi, mais ça m'est Non, passé non, par mais la tête, je suis je t'en prie, désolé. attends. Une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on fait la même chose devant la deuxième chambre, en l'occurrence le Sénat. Et si le Sénat décide de ne pas adopter le texte exactement mot pour mot comme l'Assemblée l'a validé, donc par exemple en modifiant ou en adoptant quelques amendements sur tel ou tel article, eh bien normalement le texte revient devant l'Assemblée, etc., etc., jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord. Alors, ils peuvent ne pas se mettre d'accord, et après 2 lectures du texte par chaque assemblée, ou une seule si le gouvernement a engagé la procédure accélérée, ce qui est le cas ici, on va réunir une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés, 7 sénateurs qui vont chercher à se mettre d'accord. S'ils réussissent, alors le texte revient une fois devant chaque chambre pour validation, et sinon on va donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Voilà, bon, Toute je une n'en histoire dis pas donc. plus. On pourrait y passer, facilement 1 ou 2 heures, pour tout le détail, des procédures d'amendement, d'inscription à l'ordre du jour et cetera, mais c'est pas le but, tant que ça ici. Alors ça a été compliqué, hein, puisque, bah, pendant ces 3 jours-là, l'opposition, les républicains aussi, Jean-Luc Mélenchon et j'en passe et des meilleurs, ont cherché à ralentir le plus possible l'adoption de ce texte. Avec, des, suspensions de séance que le gouvernement n'avait pas spécialement vu venir. Et là, on a eu des réactions, dans tous les sens. On a Christophe Castaner, qui a dit dans un tweet, je cite: «Après 2 semaines de suspension, les oppositions refusent de continuer à siéger après minuit. Certains font de l'irresponsabilité le ciment de leur alliance de circonstances. Nous restons constants. Notre priorité, la santé des Français». Aurore Berger a tenu le même genre de propos. Et donc moi, ma première question, c'est quel est le respect, du Parlement et de l'opposition dans toute cette procédure? Comment est-ce qu'on envisage, le rôle du Parlement dans l'adoption de ce genre de mesures? Mais là, le souci, il est lié à ça, mais il est aussi, enfin, là, je vois très bien l'angle constitutionnel que tu donnes où effectivement, dans un régime, qui serait plus clairement présidentiel ou plus Mmh. clairement, parlementaire, on aurait une réponse plus claire à donner directement à cette question. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est quand même que de ce que dit Christophe Castaner et madame Berger, qui sont, probablement donc des éléments de langage qui leur ont été communiqués, j'imagine. Moyen, ouais. C'est quand même qu'on nie même l'idée d'avoir un débat parlementaire, d'avoir un débat sur cette question-là. Au nom d'une efficacité pour aller le plus vite possible, on Ouais, c'est voudrait qu'il l'urgence, n'y ait c'est pas la de crise, quoi. Il en faut fait en gros, s'il n'y avait pas une obligation de passer par le parlement, si Emmanuel Macron avait eu la possibilité de le faire autrement, il l'aurait probablement fait autrement. ah, mais c'est certain. Heu, je comprends l'urgence, hein, mais en fait, on le verra aussi plus tard. Parce que j'imagine il y a d'autres choses qui se sont passées qui méritent qui sont évoquées ici, mais je trouve que sur ce sujet-là, le gouvernement est un peu léger sur, les respects un peu basiques même des questions de du droit du parlement, même sur la démocratie, sur ce qu'elle représente, sur ce que devrait pouvoir faire ou dire l'opposition. Je trouve que c'est un peu léger. Voilà, je comprends que l'urgence fasse loi, mais la désinvolture me surprend, Mmh en ce qui me mh. concerne. Ouais, et IDB puis aussi. non, bah, ouais, déjà pour parler bah, merci maître Benz, pour ce magnifique, sub. Mais de Heu, rien. Je sais plus pour j'ai pas mon prime, je comprends pas pourquoi. ah quel dommage, tu fais pas partie du club de l'élite, c'est comme ça. Mais pourtant, Non, qu'est-ce que je voulais oui, non, bah, sur le niveau déjà sur la communication,
Bah, vu tout ce qui s'est passé là ces derniers temps, j'ose espérer qu'il y a quand même une communication volontaire, on va dire, enfin une stratégie mise en place par le parti ou par la majorité, enfin voilà, parce que sinon, ouais, ça fait une belle accumulation là ces derniers temps quand même. Si Castaner et Berger disent des trucs qui peuvent sembler un peu incongrus, j'ai l'impression que c'est quand même ouais, une volonté de bloc. Ensuite, c'est vrai qu'on a l'impression que là, enfin, je comprends pas très bien ouais, le sérieux dans tout ça, comme tu dis, Alexis. Là, Mmh mh. c'est assez étrange quand même, tout ça. Euh, Ouais, puis c'est une vision Une un peu question. étrange de la démocratie. Oui, la ouais, question de oui, bien Lucas, sûr, Mais, tout à fait. mais justement, elle est bonne la question parce qu'il ouais, y a un moment ouais, 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 où ça a tout à été fait. évoqué, hein. Pourquoi pas passer par un 49.3 si l'idée est d'éviter les débats, c'est Bah, effectivement ça l'a c'est- été et en réalité, bah, c'est juste que je pense que politiquement, c'est Ouais, compliqué. Le c'est 49.3, on en terrible. garde encore, une image un peu étrange. mais en fait, Il y enfin, a pas juste, si je besoin peux juste finir ici. là-dessus. Oui, Hein? Non, non, vas-y. pardon. Je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que Lucas, après je te laisse, c'est simplement que du coup, dans les faits, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, sauf qu'ils l'ont pas fait politiquement. Mais ils l'ont fait en portant la question de l'irresponsabilité de devoir faire durer un débat. En fait, c'est un 49.3 en fait, dans les faits. C'est-à-dire que si jamais vous voulez en discuter, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes contre nous. Mmh mh. Enfin, moi, c'est juste qu'ils ont Alors évité de oui, gâcher une voilà cartouche et politique. puis le 49.3, il engage la responsabilité du gouvernement, rappelons-le. L'idée, hein, pour rappel, c'est de dire, vous votez cette loi dans l'état ou alors vous Ouais. Oui, destituez merci, le gouvernement. C'est ça l'idée. Vous n'avez pas le choix, c'est l'un ou l'autre. Donc à chaque fois, c'est: «Écoutez, moi, je mets mes couilles sur la table et puis et j'engage tout là-dedans». On sait que dans les faits, ça se passe jamais comme ça. Mais bon, c'est en tout cas très mal vu et là, bah, il y avait pas besoin puisqu'il y a ce sentiment, comme tu dis, Alexis, d'urgence qui justifie de dire: «Écoutez le parlement, faites pas chier, enregistrez-moi cette loi rapidement, qu'on puisse la mettre, en œuvre. Le La priorité, c'est de lutter contre le virus». Donc c'est ça l'idée. Effectivement, politiquement, bah, on est en tout cas dans le même genre de rapport de force entre, d'un côté l'exécutif et de l'autre le législatif. C'est oui. Ouais, il y a ça, enfin, il y a aussi que ouais, le 49.3, effectivement, je pense que dans l'image publique, ça va être une catastrophe si tu le mets en place. Je veux dire, Ouais, il y a déjà suffisamment enfin, de cependant contre-coups au pass vaccinal. Si en plus tu l'imposes, tu ne fais que rentrer dans ce qui est décrié partout, que ce soit vrai ou non, que ce soit des mesures, comme on dit, que ce ça sont des n'a mesures liberticides, des genres de choses. Enfin. Ça n'avait pas arrêté Manuel Valls à l'époque, hein. Ouais, mais Rappelons-le. c'est plus difficile. Enfin, si tu veux, Manuel Valls, à la limite, on pouvait que lui reprocher de faire passer en force la volonté du gouvernement, mais c'était difficile. Enfin, tu pouvais pas lui dire directement c'est liberticide. Alors que là, si tu as Non, l'exécutif mais qui utilise un véhicule politique pour pouvoir. sauf qu'à la limite, tu vois, je comprendrais presque plus, salut petite loutre, qu'on dise: «Bah, Salut, la petite écoutez, loutre. là, c'est de l'urgence, là, il faut lutter contre la crise au plus vite, c'est le 49.3», plutôt que de dire: «On ne passe pas par ça et politiquement, c'est compliqué». C'est presque ça me dérange presque plus de dire: «Ouais, mais en fait, vous êtes des irresponsables de discuter trop longtemps ça à l'Assemblée». Bah, en ce Oui, cas, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a clairement une contradiction à ce niveau-là aussi. Mais c'est parce que, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler quand on reparlera de la fameuse interview, c'est parce que là, on a quand même le gouvernement qui fait passer un débat qui est purement un débat donc réglementaire sur la question des valeurs. Et on pourra en reparler quand il y a la question de la citoyenneté, et cetera. Mais là, au moins où, mmh avec mh. Manuel Valls, c'était une question, juridique qui avait Oui, des oui, oui. impacts politiques. Là, le débat, il est sur les valeurs et Ouais, c'est un ouais. autre problème parce qu'on nous dit quelles sont les valeurs acceptables et lesquelles ne le sont pas. Et donc c'est-à-dire que si tu veux discuter la volonté du gouvernement de faire traîner cette histoire de passe vaccinal, tu te mets dans un camp qui est celui qui est contraire aux seules valeurs acceptables. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, maître Ben, c'est je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, c'était Ouais, pour, moi ça me dérange en tout cas. Mais bon, c'est à titre personnel. Alors à noter, je vous l'avais pas dit aussi qu'un amendement avait été déposé oui. et adopté s'agissant des repentis. Alors très rapidement, c'est ceux qui avaient un faux pass sanitaire jusque maintenant et qui souhaiteraient aujourd'hui se faire vacciner. Donc l'infraction, hein, je vous le disais, quand on utilise un faux pass, sanitaire, elle peut enfin vous êtes susceptible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Eh bien pour eux, c'est un amendement du gouvernement, si je dis pas de conneries. L'amendement précise que les personnes ne devront payer aucune amende à condition qu'elles présentent finalement un justificatif d'administration d'une dose de vaccin dans les 30 jours qui suivent la constatation de l'infraction. Entre guillemets, si vous vous faites choper, votre seule solution pour éviter, les poursuites, c'est de vous faire vacciner.
C'est comme pour les exilés fiscaux, non? C'est un peu comme sur les oui, tout à fait, les repentis. La petite loutre nous dit: «Ça laisse LR face à leurs contradictions, c'est poétique de laisser l'assemblée décider». On justement, ça je Alors pense ouais, qu'on en viendra plus dans la ouais, partie un peu ouais, ouais. politique Alors pour et qui rappel nous quand même, hein, les députés des Républicains ont voté à un tiers pour, un tiers oui, contre, un tiers se mais sont ju abstenus. justement, Ça je juste pense qu'on y dessus. reviendra quand on fera l'aspect vraiment Oui. politique de la question, parce que c'est assez intéressant d'analyser ce qui se passe, chez LR. Camocato nous dit: «Un 49.3 étofferait un peu la stature régalienne de Macron sur la question des valeurs. Ses adversaires potentiels de second tour ne sont pas de la gauche républicaine qui sacralise le parlement». Mais c'est pour ça que je comprends pas. Ouais, c'est C'est vrai. enfin, pour moi, ça avait du sens à la limite le 49.3. On a beau ne pas aimer, on a beau ne pas être d'accord avec la procédure, on a beau se dire que c'est antidémocratique, bien, bah, au moins c'est vrai, on a décidé de faire passer ça le plus vite possible, je le redis, c'est logique. Alors que là, c'est un entre-deux qui fait appel à une espèce de moralité, politique, enfin que je comprends pas. OK. Il y a eu une fois Édouard Philippe a utilisé une fois le 49.3, la petite loutre, en fait, en C'était 2020. pourquoi déjà? Rappelle-moi. Je ne sais Je plus. sais Je ne plus. sais plus. Je l'ai là, je l'ai vu sur le site Vie publique, il nous dit qu'il a été utilisé, le 1er juillet Non, 2022. mais Kamokato, moi je pense pas Bref. que Kamokato dit que 49.3 Les n'aurait été retraites. Bah dangereux. oui, Akarac l'a dit Bah tout à oui, l'heure, les pardon. retraites, bien sûr. Car- Merci à Karak. 49.3 en aurait été dangereux pour Macron que s'il avait en face de lui une Hidalgo, par exemple, dit Kamokato. Je suis pas d'accord. Encore une fois, pour moi, c'est pas une question de. C'est une question qu'il y a beaucoup d'opposants politiques qui sont du côté, on va dire, d'une position plus anti-vax, ou en tout cas anti-pass sanitaire, pardon. On va être précis, plus anti-pass sanitaire. Je trouve que, encore une fois, c'est rentrer directement dans le discours de l'opposition qui dit que Macron a une position, enfin que le gouvernement a une position liberticide que d'appliquer un 49.3 pour faire passer ce texte-là. Maintenant, ça n'empêche pas que tout ce que dit Adrien, qu'ont dit Adrien et Alexis sur le fait que c'est peut-être maladroit de ne pas le faire au final, Mmh mh. elle reste vrai. Dans le Oui, sens où le après là, moi Z, je attends, ouais, Kamakato vas-y, continue, dans le vas-y. sens où le Z et où Le Pen ne vont pas s'ériger en défenseur du système parlementaire. Ouais, c'est ça, moi je suis assez d'accord avec ça, c'est que Ouais, c'est pas mais Éric Zemmour qui va dire: «Vous n'avez pas respecté la volonté du parlement», ils oui, sont d'accord, mais tu vois? sauf qu'il va détourner ça en disant vous n'avez pas respecté le peuple. Tu vois, c'est ça le truc, Oui, c'est que oui, non, enfin, de toute tu façon, fais un raccourci et puis voilà. Je pense que, enfin voilà, c'est une situation un peu délicate quand même. Après, oui, pour moi, il y a ouais, plein de faux pas. Non, mais il y a plein de faux pas qui auraient pu être évités dans cette histoire. Bon, de toute façon, on va je le le voir. répète, à mon sens, elle est encore plus délicate quand on fait appel à ce genre de considération plutôt que d'utiliser les outils constitutionnels à sa disposition pour faire face à ces situations, justement. Ça, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, C'est un peu le Il y summum a du d'autres choses républicain. que tu voulais évoquer? Parce que là, on déborde un ouais, peu ouais, sur ouais, on beaucoup déborde. de Alors thèmes qu'il faut qu'on va évoquer. Donc je propose qu'on avance un petit peu, parce que je vois voilà, dans le moi je chat, il y a plein de questions, qui sont intéressantes. Mais, bien sûr, vas-y ouais, Adrien. merci, hein, vous êtes chaud. Alors justement, on va continuer un petit peu dans cette, procédure, législative et moi je voulais vous demander que pensez justement du respect des libertés publiques, le contrôle des cafetiers, la relégation des non vaccinés, la liberté de se déplacer? Et pendant que je vous pose cette question et que vous me répondez, et ben, c'est l'occasion d'évoquer le rôle du Conseil constitutionnel puisque ça va être à lui de se prononcer sur ces questions-là et ça risque encore de retarder l'application de ce texte. Alors C'est conseil le moment consti que vous attendiez tous, le point conseil constitutionnel. Une alors semaine conseil d'attente. qui va être saisi, hein, de toute façon, c'est quasiment certain. On rappelle, hein, que l'article 61 de la Constitution prévoit qu'avant leur promulgation, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel à la demande notamment de 60 députés ou 60 sénateurs, ce qui permet à l'opposition de saisir le Conseil pour, vérifier tout simplement que la loi est bien conforme à notre texte constitutionnel. Et donc le Conseil, lui, il examine, la loi. Alors normalement, il a, je sais plus, un mois, non? Un truc comme ça. Oui, normalement un mois, mais le délai peut être ramené à 8 jours, une semaine, à la demande du gouvernement s'il y a urgence, ce qui sera évidemment le cas ici. Alors, quand même, pour vous le rappeler, le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur, la loi passe sanitaire dans sa décision du 5 août dernier et il rappelait, je le cite, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Ce qui veut dire ici que le Conseil ne donne pas carte blanche, à l'Assemblée, enfin en tout cas, oui, à l'Assemblée et au Sénat, ce qui dit: «Bah, attention quand même, il faut respecter une sorte d'équilibre entre d'un côté les droits et libertés qui vont être forcément entamés et de l'autre, bah, l'objectif de protection, de la santé».
Le Conseil constitutionnel avait, dans cette même décision, justifié sa décision de ne pas censurer le pass sanitaire en expliquant, je le cite, que ces dispositions n'instaurent en tout état de cause ni obligation de soins, ni obligation de vaccination. Ce qui, en l'occurrence, peut être interprété très différemment avec ce pass vaccinal. Donc, au vu de ce qu'avait dit ce conseil en août, est-ce que cette fois-ci, ce serait pas un peu trop pour lui? Hein, à voir, à voir, à voir. Après, comme on n'est pas des spécialistes, de la question, on peut simplement avoir un avis, mais je pense que tu peux l'interpréter un peu enfin, l'interprétation, elle peut se faire dans les 2 sens, non? Sans que ce soit un scandale? Ouais, je sais pas, bah, de toute façon après, le Conseil constitutionnel, va peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, comme l'avait déjà fait le Conseil d'État, à l'époque. Il avait quand même censuré quelques mesures, hein, déjà Oui, oui. pour le pass sanitaire, notamment la rupture anticipée de certains contrats de travail ou l'isolement, immédiat. Enfin bref, il y avait des choses qui avaient été faites. Je Voilà, d'un point de vue constitutionnel, cette mesure-là me paraît et c'est mon avis de juriste et qui n'engage que moi et qui engage certainement pas, les sages du conseil, me paraît disproportionnée par rapport à la cause qui est poursuivie. Et ça me permet de poser une autre question. Pourquoi? C'est quoi le but de tout ça? C'est quoi la stratégie avec ce pass vaccinal? Pourquoi est-ce qu'on fait peser cette pression-là sur les non vaccinés qui sont quand même minoritaires, alors qu'on se doute que la plupart sera de toute manière réfractaire, jusqu'au bout et que dans le même temps, bah, ceux qui n'étaient pas vaccinés étaient obligé de se faire tester et de fournir la preuve d'un test négatif. Ce qui, en l'état actuel des choses, me paraissait encore, alors je suis pas médecin, hein, mais me paraissait encore être la meilleure des manières de savoir qu'on n'était pas contaminé et contaminant, puisque le vaccin empêche a priori pas vraiment d'être contaminé par le variant Omicron. Non mais, Ouais, les tests bah, antigéniques Non sont pas mais hyper, ils oui. sont pas hyper fiables, on est Non d'accord, mais t'as mais ça, c'est t'as le fait que les délais c'était 72 heures et pas 6 heures, 8 heures ou 12 heures. Tu le fait qu'aujourd'hui, tu as une masse enfin, de la population t'as tellement de gens qui ont qui ont le Covid actuellement que enfin, on est quasiment tous cas contact de près ou de loin si tu veux. Enfin, je veux dire, ça a plus vraiment de sens actuellement. Enfin, je veux dire, les chiffres le montrent bien. Oui, cette mesure marchait pour ralentir les choses. Tant qu'on était dans une bonne dynamique. Maintenant, Omicron, on sait que c'est une question de viralité en fait. Ça marche pas je pense que vraiment ça ne marche pas au niveau épidémiologique de se limiter à ça. Après, on n'est pas médecin effectivement, on n'est pas là pour parler de sciences médicales particulièrement, mais il semble non mais quand je même que ce qui ressort comme information, c'est que les non vaccinés, même s'ils sont une minorité, bah, c'est eux qui occupent les lits d'hôpitaux en non mais bien sûr. majorité. Non, je dis pas qu'il faut pas se faire vacciner. Je dis simplement, est-ce que ce pass vaccinal-là, il n'est pas disproportionné au vu de ce que ça va produire comme effet concret? Puisque de toute façon, une bonne partie des non vaccinés refusera toujours de se faire vacciner et que de toute manière, bah, ils étaient pour l'instant obligés de se faire tester. Donc est-ce que vraiment cela va permettre de limiter les contaminations et de désengorger les hôpitaux? Si c'est pas le cas, si jamais cette loi-là ne produit aucun effet concret, ou en tout cas qu'on juge qu'elle ne produira aucun effet concret, alors, d'un point de vue juridique, on pourrait estimer que ces atteintes aux libertés individuelles sont alors complètement disproportionnées, puisque inutiles en quelque sorte. Je pense qu'elle cherche surtout à renforcer la péremption enfin, l'idée qu'il faut une troisième dose en fait. Elle vient renforcer la péremption de la deuxième dose, du fait qu'au 15 janvier, bah, ça va sauter. Et que Mais si qu'est-ce jamais que il y avait ça des gens. change ça? Mais parce qu'il y a potentiellement des gens, je pense, qui. Moi, je connais des gens qui étaient double dosés et qui hésitent à se faire troisième dosée, si tu veux. Donc, Ah je oui. pense qu'il y a une fatigue qui s'est instaurée et que le fait d'en rajouter une couche, je pense, relance un peu la machine. Maintenant, est-ce que c'est vraiment habile? Mmh, mmh. C'est encore Ouais, autre enfin, sujet. le coup de si tu es 0 dose et que tu chopes le Covid, tu es tranquille pendant 6 Mais mois, tu vois? c'est peut-être c'est ça, je veux dire, Ah, c'est sûr quand que même, ça, à ce niveau-là, mais de toute façon, enfin, si tu veux qu'on cherche les petits problèmes que ça pose dans tous les sens et les je veux dire, incohérences, il y en a un paquet, hein. rappelons-le, hein, enfin, à partir du 15 février, si ta deuxième dose, c'est il y a moins s'il y a plus de 4 mois, tu dois te faire absolument enfin, ton pass est désactivé, mais si tu as chopé le covid et que tu as 0 dose de vaccin il y a 5 mois, c'est bon. Ça n'a Mm. pas beaucoup de sens, reconnaissons-le. Bon, après, il doit Après, tu bien y penses avoir des que toi, donc, raisons. elle est où la enfin, parce que tu dis que ça pourrait être éventuellement trop,
il y a pas d'objectif derrière vraiment sanitaire, parce que tu sous-entends du coup, c'est un objectif purement politique, je crois. N Mais ce que non, pas je forcément, je dis simplement que ça peut être pas si utile que ça, en tout cas. Oui, mais Mais où vas-y, est-ce que vas-y. tu mets la limite? Est-ce que c'est un nombre, de personnes qui sont en réa? Est-ce que c'est un taux Ouais, d'occupation non, de non, ça, lit? je Est-ce sais que pas c'est et parce que si on regarde, en fait, on est complètement entré dans un nouveau monde avec Omicron. Parce que je me souviens tout le à deuxième confinement, donc c'était en octobre 2020. En octobre 2020, on commençait à avoir 15 000 cas par jour et on se disait: mmh. oh mon Dieu, 15 000 cas par jour, mais il va falloir nous reconfiner, c'est obligatoire et cetera». Là, on est à 300 000 cas par jour. Enfin, et pourtant on n'est pas confiné. Donc je veux dire, on est aussi Ouais, bien entré sûr, dans des phases différentes de l'épidémie complètement et différent. il faut des réponses juridiques différentes à chaque fois. Donc on peut dire, au moins au crédit du gouvernement, peut-être qu'ils essaient de faire des choses. Ah mais bien Après, si ça va sûr, marcher ou pas. je suis pas là pour tout critiquer. La petite Toute nous dit d'ailleurs, pour aller dans ton sens, le pass vaccinal, ça doit contribuer à passer d'une épidémie à une maladie endémique qu'on supporte. Donc évidemment qu'il y a cette Je suis idée-là pas, de je suis passer pas, je suis pas sûr, hein. mais moi, ce que je dis simplement, c'est que si ça force 3 des Français à se vacciner, puisqu'aujourd'hui, il y a quasiment 80 des Français qui ont une couverture vaccinale. Si ça force 90 sur 3 les éligibles même. 90 sur les éligibles, tout à fait. Donc si ça force, allez, 2 de la population, et là, c'est vraiment du pifomètre, hein, à se vacciner en plus, est-ce que vraiment ça va changer la donne? Probablement pas. Et c'est ça, moi, que j'essaie Bah oui, de mais dire donc du coup, aujourd'hui. mais non, mais du coup, en endiguant en fait la chose, il faut voir les deux aspects. D'un côté, tu as ceux qui ça va pousser à se faire vacciner parce que ils vont se dire au final, ce sera quand même plus simple que de me faire chier à contourner ou à vivre en dehors de ce que le fait de ne pas être vacciné va me permettre. Et de Plus l'autre simple que de côté, faire des tests tous les jours. attends, et de l'autre côté, bah oui, bien sûr. De quoi? Mais Non, non, mais parce que, enfin, attends. je veux dire, aujourd'hui, quand avant, enfin, Oui, bah, il y a des gens, jusqu'à ils vont se aujourd'hui, dire, et il y a des gens, ils vont se dire, j'ai pas envie de, à un moment, j'en peux plus, et là, de toute façon, tu pourras plus faire de tests, donc voilà. Donc, soit tu seras un réfractaire, effectivement, et dans ce cas-là, bah, tu choisis d'ignorer la loi, tant pis pour toi, ou mais tant mieux pour toi, comme tu le veux. Et d'un autre côté, attends, et d'un autre côté, ça fait que tu vas avoir peut-être des gens qui vont juste. Enfin, tu vas aussi limiter si jamais il y a plus de cafés, de bars, de restaurants, de cinéma et autres qui appliquent ça vraiment et qui contrôlent vraiment. Moi, je pense que si tu vas au bout de la proposition, enfin, ça veut dire au final qu'on va faire un contrôle où il y a beaucoup moins de failles. mmh, C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu as eu des failles à tous les niveaux. Je veux dire, il y a 1 an et demi, le pass ne se désactivait même pas quand tu étais positif alors qu'ils oui, oui, sont oui, oui, tous non, mais digitaux et tout. Mais là, je pense que si j'en tu appliques un contrôle, si tu mets en place ces mesures-là, je pense que tu augmentes le seuil tout simplement de contrôle. Et bon, voilà, mais ça fait une mesure qu'on efficace. durcisse les contrôles, les sanctions, pourquoi pas? Là, il peut y avoir une réelle efficacité. Celui qui se disait: «Moi, j'ai un faux pass» ou «Moi, j'emprunte le pass du copain», qui risquait 135 €, aujourd'hui qui n'en risque 1 000, ça va peut-être changer effectivement quelques esprits là-dessus. Moi, Non, c'est c'est surtout les vraiment contrôles. C'est les je contrôles. Il faut non, permettre un mais contrôle plus on est strict. d'accord, mais pourquoi l'obligation vaccinale? Alors Mais qu'aujourd'hui, la pression, elle existe déjà. Tu dois, quand tu veux pas te faire vacciner, faire un test tous les jours à tes frais. Je veux dire, les gens qu'on n'a pas réussi à convaincre et qui aujourd'hui, déboursent, je sais plus c'est combien un test en 27 pharmacie? 24 € le Ouais, ils prix vont initial. 600 balles par mois. Déboursent 24 balles tous les jours pour aller se faire tester. Tu Donc crois vraiment enculé. qu'ils vont changer d'avis? Mais personne ne le fait, ça. Tu me Juste, il présentes. y a Bah peut-être si, quelque chose. Non, si, mais il y a des gens il y qui a il y font a quelque ça. chose qu'on prend pas en compte, c'est que là, on parle des gens qui sont pas vaccinés comme des anti-vax. Il y a un autre problème pour moi, c'est qu'il y a Non. une partie importante de cette population des gens non vaccinés, et là, il faut mettre comme tout à l'heure 2. Ouais, C'est une ouais. étude qui est sortie, mais je n'ai plus la référence, je suis désolé, qui indique que 40 des gens qui sont aujourd'hui pas vaccinés ne le sont pas pour des raisons idéologiques, en Oui, fait. tout à fait, j'avais Et vu c'est parce passer que ça tu aussi, as ouais. une difficulté d'accès, une Ouais, difficulté d'accès à l'information dans des ouais, zones où il y a ouais, pas ouais. forcément où ça demande trop de contraintes d'aller se faire vacciner. Enfin voilà, t'imagines si tu as pas internet, si tu dois aller dans un centre pour faire 1 heure de route et cetera. Bon, c'est compliqué et comme aussi dit la petite Loute, 2 de la population, c'est quand même un gros million et Oui, oui, demi. oui, non mais C'est quand même important. Donc là, on parle deux d'un nombre de personnes qui est quand même je suis énorme. pas sûr, hein. Non, mais c'est énorme, mais pour dire que je pense que cette réaction-là est une réaction disproportionnée à justement ce mouvement anti-vax qui fait énormément de bruit. Je pense que c'est l'idée de dire: «Voilà, on a une réponse forte, on va pas se laisser faire», alors qu'en réalité, dans la gestion de cette crise et je suis pas sûr que ce soit si important que ça. Mais comme tu dis, voilà, est-ce que la priorité, c'est pas de cibler les bons publics? Est-ce que c'est pas de faire les bonnes informations, d'aller dans les territoires qu'il faut? Est-ce que c'est pas Parce qu'on a le là temps.
Bah, écoute, je Attends, sais pas, en 2 tout secondes. cas, Les personnes qui ont pas l'accès et tout, enfin, je veux dire, on est quand même depuis le début de la possibilité du vaccin, et d'ailleurs, c'est généralement les publics prioritaires, hein. On va dire des gens qui ont pas internet, des gens qui vivent en ruralité, ce genre de choses. C'est des gens qui sont censés avoir été contactés par leur médecin traitant ou par un médecin généraliste de leur secteur pour leur proposer une vaccination. Ça, c'est une mesure qui existe depuis le début. Enfin, c'est un plan d'action qui existe depuis le début. Je veux bien qu'il y ait des difficultés d'accès à ce genre de choses, mais enfin, si aujourd'hui il y a vraiment un problème logistique du Je pense que c'est plus côté simple quand tu du vis site. dans un centre-ville, dans une grande Non, mais ville, c'est tu vois. sûr, Bah, c'est ouais, c'est clair, évident, hein. hein. Non, mais c'est évident, bien sûr. Mais bon, d'un autre C'est côté, si clair. jamais tu es vraiment isolé, enfin, qui tu vas contaminer, hein? Non, mais OK, mais enfin, c'est pas tout à fait vrai, tu vois? Tu jamais complètement enfin bon, écoutez, on pourrait en débattre Oui, bien longtemps. Je sûr. pense Non, non, mais que ce serait on va essayer d'avancer un peu. Alors en tout cas, sachez que le texte, du coup, est examiné aujourd'hui en commission au Sénat. Rappelons-le, le Sénat est de droite et passera normalement demain et mercredi en séance. Bruno Retailleau, lui, a déjà affiché l'intention de voter pour le pass vaccinal, avec quelques ajustements, hein, cependant, comme l'assouplissement des sanctions qui visent les entreprises, parce qu'on est de droite quand même, ou une extinction du pass sous certaines conditions sanitaires lorsque la situation est revenue un peu plus à la normale. Alors, ça pourrait bien diviser aussi les sénateurs, les républicains, à l'instar des députés, hein, les républicains, on va en reparler. Mais bon, en tout cas, voilà, cette procédure législative un peu plus médiatisée qu'à l'accoutumée, moi, je pense que c'est peut-être encore le discours du président de la République qui résume au mieux la stratégie de ce gouvernement et c'est pour ça que je reste assez convaincu que cette réponse, c'est avant tout, une réponse politique plutôt qu'une réponse, rationnelle et de gestion de crise, beaucoup plus classique. Alors est-ce Mmh. qu'Idibé, tu peux peut-être nous parler un peu plus de ce volet-là, politique de cette affaire? Clairement, il y a un renfort. Enfin, tous les camps se sont renforcés et réenfoncés dans cette mesure qui semble être plus difficile, plus concrète et plus sérieuse. Je pense pas qu'il y ait eu de gros mouvements, enfin qu'on puisse observer de gros mouvements ou de grands changements d'avis, hein. En témoignent d'ailleurs les manifestations et les organisateurs des manifestations ce week-end. Mmh. On a par exemple le rassemblement principal de Paris qui était celui de la place du Palais Royal était organisé par Philippot, qui lui déjà à l'époque, au moment où il y a l'Assemblée qui est votée de nuit, je ne sais pas si vous vous souvenez du micmac qu'il y avait eu sur le premier pass sanitaire, où il y avait eu une session de nuit qui avait été interrompue, puis réétablie, et on dénonçait dans l'opposition une négociation interne, obscure, pour faire passer ce pass de la honte, comme il l'appelait. Voilà, les camps se sont renforcés. Les réactions aujourd'hui, enfin après, les réactions sont quand même beaucoup plus concrètes par rapport à l'interview elle-même, en fait, où on annonce la volonté claire et nette du gouvernement de s'asseoir là-dedans. Euh, on a absolument toute l'opposition qui a réagi, évidemment, il faut en parler, hein, mais les non-vaccinés, j'en ai très envie de les emmerder. Voilà. Bah, Quoi? vas-y, Ah oui, oui. on aborde. On est On l'aborde, on le y Oui, est, non, sujet. on non, mais y est. justement, je fais ma transition doucement pour faire. D'accord. Genre, on s'en sert pas comme porte-étendard, mais on en parle parce qu'il faut. Voilà, ça a choqué un peu tout le monde. Les réactions principales qu'il y a eu à ça, d'abord, donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a clairement un schéma de communication volontaire qui s'est mis en place, puisque en interne, on a, enfin, en tout cas, pareil, Castaner, Berger, je crois qu'on en fait pas partie directement, mais en tout cas, on déclare que c'était un coup volontaire du président d'employer ces termes-là. On peut citer, il y a des gens qui citent Pompidou comme inspiration, il y a des gens qui citent De Gaulle, il y en a qui citent les deux. Voilà, Pompidou qui lui justement avait dit différemment. On fait un petit rappel rapide pour que voilà. Pompidou lui, il avait dit arrêtez d'emmerder les Français à Jacques Chirac. Ce qui est donc quand même un emploi complètement différent du terme. Et dans un Euh, cadre privé. et dans un cadre privé en plus. Et deuxièmement, si tu dis que tu t'inspires de Charles de Gaulle,
ça fait référence au fait qu'il avait fait une allocution un peu moins protocolaire, un peu moins formelle dans l'entre-deux tours au moment où il brigue son deuxième mandat. Bon, donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les inspirations et selon qui on écoute concernant l'inspiration du président, c'était soit plus un coup politique, soit plus un coup politique mais très mal organisé en faisant une référence obscure et très mal employée. Maintenant, dans les réactions également, on note quand même que les oppositions ont été un poil malhonnêtes quand elles ont réagi, puisqu'elles Bah, ont justement, semblé... on a une question de la Oui. petite loutre dans le chat à ce niveau-là. Il demande est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Alors, je sais plus exactement quelle phrase il réagit, mais les questions Covid, dit-il, ont complètement écrabouillé les oppositions et à 4 mois des élections, elles tentent de politiser le moindre sujet à défaut de réussir à mettre l'immigration au premier plan. Alors déjà, est-ce que les oppositions, la petite loutre, c'est que la droite? Puisque bah, l'immigration, c'est un sujet de droite quand même, hein, mais est-ce que c'est du coup dans ce sens-là qu'il faut prendre ce débat-là? Est-ce que c'est l'opposition qui ici en a fait trop? Dans quel sens qui en fait trop l'opposition? Pourquoi tu voudrais dire que c'est le gouvernement qui en fait trop? Bah non, mais là, l'opposition qui se saisit du moindre truc pour essayer de politiser à Ah non, non, fond. non, je pense pas que ce soit politisé à fond. Quand je dis, non, non, là où je pense que Bah, si c'est j'ai bien compris ta question, la petite loutre, hein, c'est pas dit à 100 ça. non, j'ai Ouais. l'impression que ce qu'il veut dire, c'est que le Covid est au sujet de tout et qu'on n'a Ah bah ça malheureusement pas oui, le temps de développer d'autres mais débats. Ça, c'est malheureusement, c'est évident. le sujet politique principal et vous voyez à quel point, Mais est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas plutôt, le président qui utilise le Covid pour éviter qu'on en on peut parle se beaucoup? poser la question dans les 2 sens, hein. Bah, C'est eux qui ont fait le coup du rideau. alors c'est clair aussi qu'il y a une certaine volonté derrière, cette interview, enfin, en tout cas elle s'inscrit dans un calcul de campagne, je pense, puisqu'on peut noter que quand on aborde le sujet avec lui, il a une communication très stricte et très précise, et il dit je ne fais pas de faux suspense, je mets la crise en avant, je suis pas sûr moi-même, il faut que je me recentre. Il dit quand je vais attendez, excusez-moi, je retrouve dans mes notes. Quand je vais. Je le retrouve pas, mais en tout cas, il dit il faut que ce soit clair au sein de moi-même. Et à ce moment-là, je me déclarerai librement. D'un autre côté, on a l'impression quand même que. Enfin, en interne, on déclare que c'est pour couper court à la discussion, pour que ça n'occupe pas le sujet. Ça, c'est la politique, Mmh. c'est la version du... Bah ça marche bien, hein. Oui, non, c'est la version, c'est de dire, oui, oui, non, non, moi je ne suis pas en campagne, la priorité c'est le Covid, ne parlons pas de moi, et voilà. Alors effectivement, dans ce cas-là, ça irait dans le sens de la petite loutre, qui est de dire qu'on ne parle pas de la campagne, et donc on ne parle pas non plus des points de campagne, et on ne parle pas de ce que l'opposition peut proposer. Voilà, le Covid, le Covid, le Covid, et moi, pour l'instant, je ne suis pas candidat, donc laissez-moi tranquille. Certes, Mmh. peut-être. Euh, Alors oui, non, mais au fond, moi, j'ai une question qui est peut-être enfin, qui est toute simple, qui est peut-être bête, mais est-ce que, finalement, bah, les gens sont pas d'accord avec cette déclaration de Macron? Est-ce que, ça enfin, cette histoire a pas cristallisé tellement les tensions qu'au final, moi, genre, on a vu des déclarations cheloues quand même, des soignants qui disaient: «Ouais, on aura le cul, on veut plus les soins», enfin, on a vraiment vu des trucs un peu, des sales bails passer, est-ce que finalement, il fait pas que transcrire la volonté, bah, je sais pas, de la plupart des gens? J'en sais rien. bah, ça, ce serait le point de vue logique, c'est de dire que ça répond, en fait, ça satisfait la majorité des gens qui, eux, sont, Ouais. comme il dit lui-même, il y a énormément d'exaspérés parmi les gens qui sont, enfin, il y a une majorité de gens qui sont exaspérés par les mesures auxquelles il se plie correctement depuis le début et qui en ont marre des réfractaires et des gens qui empêchent la solution de se résoudre. Donc il semblerait qu'ils veuillent s'adresser et on va dire charmer ces personnes-là, en tout cas se ranger de leur côté. Mmh. Maintenant, d'un autre côté, si tu réfléchis, moi j'ai pas l'impression que ça soit si... En tout cas le coup de dire emmerder a complètement, si jamais c'était ça l'intention, détruit le propos, puisque moi je pense pas que les... Ah, je sais pas, hein. Mais on a des commentaires dans le chat. Kamokato dit bien sûr que Macron veut se poser en roi thaumaturge qui soigne les Français pour faire passer ses 3 adversaires principaux pour des oiseaux de mauvaise augure qui prophétisent des catastrophes, là où il a sauvé la France du cataclysme. Je pense Sache que que nous là-dessus, apprécions toujours ta prose, Kamokato. on a Bien sûr. Kamokato qui est un
un écrivain. Bref, le sujet de l'emmerdement, avec Petit Clout, c'était calculé. Les sondages montrent que les gens sont d'accord. Bah, Pécresse a ressorti le fameux Karcher. C'est juste une guerre des petites phrases. Et Kemokato a dit aussi tout sera bon pour poser le Covid comme thème principal 2022 sur lequel Macron veut jouer sa réélection. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Peut-être parce que là, on focus sur l'histoire de l'emmerdement. Il y a peut-être quelque chose de plus grave qui a été dit dans cette interview, encore. Parce que l'emmerdement, bon, c'est pas digne. Bon, voilà, très bien, écoute, très bien. Macron fait genre qu'il a le parler vrai, alors que tout est complètement à chaque fois. C'est de la communication parce que c'est une interview qui a été quand même validée par le service de com de l'Élysée avant de sortir. Donc, c'est pas une erreur, comme le dit la petite Claude, c'est calculé. Le souci, c'est que dans cette interview, il dit également, alors là, je ne l'ai pas noté, donc vous allez peut-être me trouver la phrase exacte, me corriger si je me trompe, mais il a dit en gros que si on ne se fait pas vacciner, on est irresponsable, et que si on est irresponsable, on est en dehors de la citoyenneté. On n'est plus un citoyen. On n'est plus un citoyen si on est un irresponsable. Et ça, à mon sens, c'est inacceptable, en fait, au mieux. Ah, c'est très dangereux comme phrase, puisque si tu vas dans la sémantique de la chose et politiquement ce que ça veut dire, ne pas être citoyen, c'est ne pas avoir la nationalité française, tout simplement. Mais c'est pour ça que on parlait tout à l'heure du 49-3, là on reparle de ça. J'ai l'impression de revivre un peu la fin du quinquennat de Hollande. Mais en vérité, en fait, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure quand je parlais de ça, je dis que là, Macron, du coup, il fait porter le débat sur les valeurs. Et comme le disait donc Kemokato, il utilise le Covid pour sa campagne en disant, en gros, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dans le camp des complotistes, des mauvais citoyens. Et on se souvient déjà qu'au début de 66 millions, on a vu une interview de Clément Beaune qui disait « Nous, on est le camp de la raison ». Vous vous souvenez ? Donc, en fait, Macron, c'est le camp de la raison contre tous les autres qui sont au mieux des déraisonnables. Et en fait, à mon sens, c'est quand même très, très, très grave parce que les conséquences sont potentiellement très, très graves pour la démocratie. Là, on parle du vaccin. Ça va, parce que finalement, dans le fond, nous, en tout cas, ou la plupart des gens, 90%, on est d'accord. Évidemment, il faut que tout le monde se fasse vacciner. Et les gens qui ne sont pas vaccinés, ils font chier. Mais je pense que je prends une hot take en disant ça, mais on est globalement assez d'accord avec ça. Mais sur d'autres sujets, ça peut être potentiellement extrêmement dangereux. Oui, c'est ça. C'est que c'est un pas comme moi. Vous êtes des complotistes, des méchants, des vilains, en dehors de la citoyenneté. Oui, pour être honnête, je trouve que ça l'est déjà sur ce sujet-là, même si, bah oui, moi je pense qu'il faut que le maximum de gens se fassent vacciner, et c'est pas la question du tout. C'est comme tu dis, c'est la manière dont c'est amené et ce que ça peut impliquer pour la suite. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais c'est extrêmement maladroit parce qu'effectivement, ça positionne un absolutisme enfin une uniformisation du débat. Auquel cas contraire, tu serais un ennemi de l'État. Et enfin, c'est pour ça que je dis aussi la déchéance de nationalité, parce que c'est un truc qu'on a la dernière fois, enfin à chaque fois qu'on en parle jusqu'à maintenant, c'est quand même énormément pour les terroristes. Donc forcément, enfin si tu veux de fil en aiguille, ça revient un peu à suggérer la même chose. Donc effectivement, ça rentre complètement ce que je dis. C'est t'es complotiste, t'es un ennemi de l'État, tu veux nuire à la France. Oui. Non, vas-y, si tu voulais terminer. Non, mais à partir du moment où c'est déjà ce dont on accuse Macron en fait de base, c'est là où est justement la vraie maladresse de ce débat. C'est qu'au final, je pense qu'il s'inscrit d'autant plus dans tout ce qu'on lui reproche et qui n'était pas forcément justifiable comme reproche à l'époque, c'est-à-dire l'espèce de fascisme liberticide, autoritariste, voilà. Et qui là maintenant, enfin clairement, maintenant qu'en plus on rentre dans un point critique, on est sur, on va dire que la situation, à l'époque on aurait pu dire c'était la crise, vraiment c'était le début, on gérait le feu comme on pouvait. Là maintenant qu'on va dire on est dans une procédure qui est quand même assez fixée, qu'on sait comment réagir, qu'on comprend un peu mieux la chose, même si là on est sur un point critique à cause de la masse, des infectés, ce genre de choses. Ils sont quand même censés réagir beaucoup moins de manière violente actuellement. Et là, ça fait quand même, ça donne quand même l'impression qu'on n'est pas dans la maîtrise, ou alors qu'on essaye d'envoyer un message qui n'est pas du tout bon, clairement. La petite loutre nous dit Pécresse a ressorti le fameux Karcher, c'est juste une guerre des petites phrases. Alors, juste là-dessus, peut-être après je te laisse, Adrien, rebondir sur le reste. Vas-y. Je pense que justement, là, on est avec cette histoire cette dernière. L'emmerdement, peut-être, c'est la petite phrase. Mais l'autre partie, je pense que on va plus loin que ça. Et il y a aussi ce que dit Kemokato sur le en même temps macronien, et je te laisserai lire si tu veux, Adrien, ce qu'il a dit. Mais non, vas-y. Ça, on avait le 15 décembre, donc 3 semaines avant. Oui. 3 semaines avant, Macron, il nous dit il y a des mots qui peuvent blesser. Oui. Et je pense que ce n'est jamais il ne faut bon. pas diviser. Et c'est même inacceptable. Et c'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique.
J'ai appris à vivre avec, à vivre les peines et du coup à aimer mieux, avec plus d'indulgence et de bienveillance. Arrête, Il a dit ça il y a arrête. 3 semaines, tu vois? Donc le en même temps, macronien, comme dit Camocato, un jour c'est l'emphase en poulet de Jupiter et le lendemain c'est, le Pompidou qui parle vrai. Mais même ça, on a 3 semaines d'écart et on en a Mmh, déjà parlé mmh. ici quand sur l'Algérie, les positions enfin, le problème c'est quoi Macron? C'est quoi qu'est-ce qu'il est en fait? Voilà, Ouais, bref, je t'en prie, c'est une vas-y, très bonne Adrien. question. Et la petite Loutre, du coup, nous dit aussi en décembre, un proche de l'Élysée avait fait fuiter que le programme du président pour les prochaines élections n'était pas prêt. Et donc, comme le disait Camocato, il occupe le terrain du Covid pour éviter de devoir proposer les choses nouvelles. Alors, est-ce que, moi, ma question, elle est finalement simple, est-ce qu'on est tous d'accord, là, dans le chat, sur le plateau, pour dire que tout ça, c'est absolument que de la com politique? Parce que vraiment, c'est quoi le but? Si vous avez vu les réactions aussi des gens qui voulaient pas se faire vacciner, alors pour X ou Y raison, mais c'est quoi? On attise quoi? Enfin, qu'est-ce que ça produit comme effet concret ça? Tu Bah, parles de la vidéo, je crois que c'est, Paul Larouturou qui se fait insulter, menacer par des, Ah oui, personnes elle qui est pensent que son incroyable extrême cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas vue, ouais, vaut le coup. je saurais que je peux essayer de la retrouver, mais, elle est vraiment excellente. mais si tu veux parler de l'effet que ça produit, encore une fois, si c'est que de la manipulation, que, enfin, que de la communication, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il veut juste se renforcer dans le cœur de ceux qui en ont marre et qui eux aussi ont envie d'emmerder les non-vaccinés, si tu veux parler d'effet. Oui, peut-être que ça te pose, ça te met en difficulté ailleurs, mais enfin, si jamais tu veux juste sécuriser des voix pour l'élection, tant pis, c'est le genre de risque qu'il faut prendre. Merci, Cerberito80 pour le follow. Merci Merci, beaucoup. beaucoup. Je les Mais vois en pas fait, enfin, s'afficher, moi, les follow sur le mais live. mais Heu, il veut proposer quoi de toute façon par les retraites? Bah, ça serait qu'on sait et bah, il y a la Mais question de la sécurité d'ailleurs aujourd'hui, il a Ah fait oui. ses annonces à Nice et visiblement ça sera Mmh, plutôt pour un deuxième enfin, quinquennat les choses. oui, et concrètement mmh, aussi, mmh. à part le Covid, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en France ces 3 dernières années, quand même, mine de rien. Je veux dire, Mais par ça, rapport c'est à ce pas qui. sa faute. Non, Ça, c'est c'est pas ce que je suis en plutôt train de te dire. Non, non, justement, attends, c'est pour revenir. Son programme, enfin, t'enlèves les 2 premières années de son quinquennat et il reprend le même que la dernière fois, normalement, hein. Logiquement, s'il n'a pas changé de position, ce genre de choses, le programme, il doit pas être énormément, enfin, il doit pas être très différent. Euh, Changer beaucoup du programme, ça reviendrait à dire qu'on se fie moins à sa ligne personnelle et plus à la ligne des Français. Est-ce que, après, dans un sens, c'est d'un côté plus démocratique et de l'autre, c'est plus populiste, je pense. Il y avait quand mais en même fait beaucoup de sujets de fond qui n'ont pas été abordés du tout du quinquennat à cause du Covid sur son premier oui, bien sûr. programme. Bah, ça, je suis Mmh tout à fait mh. Oh d'accord. bah, Mais c'est mais clair, ouais. mais là, si on recadre avec, du coup, quand même, notre cœur de sur 66 millions qui est la campagne, c'est qu'on voit une pré-campagne qui était quand même oui, il y a eu des débats intéressants, mais en vrai, il y a pas de thème qui imprime, il y a rien. Là, on commence avec ça, plus histoire du drapeau européen. Moi, je demande, en fait, comment est-ce que la campagne va pouvoir intéresser les Français, en fait? Et et ce souci, je vais terminer là-dessus parce que c'est un peu ma marotte, mais le problème avec cette espèce de Macron là, qui est le centre qui gouverne, qui prétend être à la fois la droite et à la fois la gauche, c'est qu'en fait pour moi, et là désolé, mais on peut en discuter, peut-être que vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais c'est que c'est in fine, on le voit, c'est l'anéantissement du débat démocratique. Parce que du coup, Macron, là, il a besoin de son extrême pour se différencier. Le gouvernement du centre, il donc condamne à l'affrontement entre le raisonnable et le déraisonnable. C'est la fin de tout débat, en fait. Et on le voit là avec cette histoire de Covid, Euh, mais pas que. Et l'autre problème, c'est que du coup, pour moi, Macron, en fait, s'il a aussi si peu de légitimité, c'est parce que normalement, l'élection, c'est un moment fondateur et le moment où il gagne sa légitimité. Mais sauf qu'en fait, là, comme il est élu contre un extrême, eh ben, c'est un vote contre et du coup, la légitimation n'arrive pas. Et du coup, il essaye de faire tous ces trucs là, à droite, à gauche pour essayer de se légitimer, mais ça ne marche pas. bah, Donc, je me demande quelle campagne il va faire, en fait. Et quel deuxième quinquennat, parce bah, qu'il va il fait presque de l'extrémisme centriste, en fait. bah, Euh, ça, c'est un truc qui a été évoqué. Non, mais bah, il va simplement tenir sa position, dire: «Regardez, moi je suis le seul qui était en capacité de gérer cette crise», même si on l'accusera de l'avoir mal fait et dire: «Les autres, vous êtes des branquignoles, vous» voilà. Non, c'est comme ça que ça va être présenté, espèce de voix de la raison. Moi, je pense qu'il va faire cette campagne sur cet axe-là, en tout cas. Il y a un autre débat dans le chat qui est né aussi sur Tout à fait. Spirou ou Tintin. Vous pensez c'est mais qui est le mais meilleur enquêteur? Ouais. pour répondre à ça, je pense qu'il faut on se pose une question.
moi, j'ai pas de réponse. C'est pour ça que je vais vous poser la question. C'est si jamais le Covid était résolu dans 2 mois, quel impact serait sur l'élection, sur les différents camps, sur les intentions de vote, vous pensez? Déjà Comme on aime l'abstention, bien tout le faire monde un peu de irait faire la fête. polyfiction à C'est vrai chaque, qu'on aime à bien chaque faire ça. épisode. En fait, il y a la Fondation Jean Jaurès, c'est Le Point, là, qui ont sorti une étude en décembre, mais pareil, je suis désolé, j'ai mal fait mon travail cette semaine, j'ai pas la référence à vous mettre dans le chat, mais en fait, l'idée, c'était de demander aux Français, il y avait des mots, et puis il fallait les associer à l'élection présidentielle. Ah Et en oui. fait, les mots qui ont été associés à l'élection présidentielle, c'est même pas haine, espoir, c'est vraiment indifférence, dégoût, désintérêt. Mmh. Donc en fait, il y a même plus cette haine, tu vois, dans le débat public, Ouais. à la limite, qui pouvait faire vivre avant, tu vois, la Ouais, haine ouais, de bien l'autre sûr. Non, là, ou c'est vraiment indifférence, quoi. voilà, c'est vraiment l'indifférence. Donc Mais c'est pour ça faut quand la faut petite voir la Kikoute me gueule du dit: casting, quoi. Enfin, je veux dire, «Victoire de l'abstention aux élections», plus même qu'on les ait dit ça. méchants, ils ont pas de gueule, quoi. Enfin, je veux dire, au moins quand c'était Jean-Marie, il y avait quelque chose, tu vois? On pouvait s'identifier. Là, c'est Pécresse et Zemmour, qu'est-ce que tu veux? Non, mais je plaisante Ah, mais évidemment, bien mais sûr que ouais, l'abstention sera plus forte qu'en 2017, hein, Mais toi, évidemment. tu penses que si jamais il y a plus de covid, ça va enfin, de toute façon, en fait, c'est la politique fiction dans le sens où, il y a plus de covid, il y a quand même une question qui reste, qui est liée à l'hôpital public. Il y a une question qui reste par rapport à la relance, par rapport enfin, Ouais, mais du c'est coup, un mmh ouais, mais du coup, c'est c'est ça pas le problème. Enfin, c'est pas le problème. C'est toute la question, je pense, plutôt que de dire la crise libère la chose. C'est on pourra retourner et regarder ces sujets sans l'angle épidémiologique, sans le fait que, sans les problèmes que pose maintenant le Covid. Je veux dire, admettons que l'hôpital ait été mieux subventionné sur les 10, 15, 20 dernières années. Donc on est moins coupé, ce genre de choses. On aurait été quoi? 10% meilleur? 20% meilleur? Bon, très bien. Mais c'est est-ce moi, est-ce qu'au pardon. final, on aurait vraiment résolu le problème structurel de la chose? Je suis pas Non, sûr. mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce que, voilà, l'élection présidentielle, on va y arriver enfin, n'oublions pas ce fameux monde d'après, là. Tu sais, pendant le premier confinement, tout le monde se c'est disait: vrai. tout va changer, plus jamais comme avant». Mec, en combien de semaines on a tout oublié, tu vois? Genre, évidemment que bon, voilà. 90 jours avant l'élection. 90 jours pour tout changer. Ouais, heu heu, Mais je sais pas. Après, on peut toujours regarder ce qui se passe ailleurs. En fait et la question, c'est même pas de dire: «Est-ce que finalement la gestion par le gouvernement était moins bonne ou moins pire ou quoi que ce soit que les voisins?» C'est juste que là, on est même plus sur la question sanitaire, en fait. non, C'est même plus la question sanitaire, non. ça va beaucoup plus loin que ça, c'est l'instrumentalisation de la question sanitaire et les atteintes répétées à la démocratie, aux principes démocratiques par des gouvernements qui quand même, par essence, que ça soit le parti socialiste avec, après les attentats ou là Emmanuel Macron qui est quand même quelqu'un qui se présente comme un ultralibéral sur tous les aspects possibles, par des gens qui sont normalement les plus attachés aux valeurs démocratiques. Mais ça, c'est une conséquence du populisme, c'est une conséquence Non, de la... non, je suis pas d'accord avec ça. Le rapport au travail a changé, le télétravail, oui, à Carac, c'est vrai. C'est vrai. Mais Vous si, continuez votre bien sûr que c'est une débat de conséquence naissance. du populisme, bien sûr que c'est une conséquence du démagogisme latent qui s'est instauré dans l'énorme majorité des propos et des opinions politiques exprimées par des candidats ou des élus. Évidemment. Évidemment, Ouais. c'est que en fait, tu vas avoir un débat qui va être de plus en plus violent d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, Mais c je vais pas accuser qui que ce soit d'ailleurs parce que il y a tout le monde en mériterait d'en prendre pour son grade. Mais forcément, si tout le débat se décale dans un sens, je veux dire, pour moi, je pense que c'est témoin d'une désacralisation, ou en tout cas moins destitution un peu de la sacralité de l'institution et du poste, de tout ce que tu veux du gouvernement, ce genre de choses, pour à terme laisser de plus en plus la porte ouverte à parce que c'est les gens qui se font élire, soit parce que c'est le climat général de la politique en France, qui fait que de plus en plus il y aura des déclarations à la con, des déclarations choc, et qui parfois d'ailleurs même vont être appuyées par une conviction intime plutôt que d'être juste des dérapages, comme on pourrait les déclarer à l'époque. Ça me fait citer justement ce bon cher Jean-Marie Le Pen qui disait moi on appelle ça un dérapage, moi je dérape pas, moi je fais du hors-piste, mmh, je suis dans la neige. Mmh. Donc enfin c'est ouais, moi, je peux me mais je t'en permettre de prie si répondre, t'es hein. pas d'accord. Enfin, quand tu dis populisme, moi, j'entends Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, moi, i mais c'est peut-être Libre à voilà, toi mon d'entendre ça, expérience. hein.
Non, mais parce que souvent on associe, cet adjectif à eux. Je suis pas sûr que ce soit de leur faute et Dieu sait que je porte pas forcément la mère Le Pen dans C'est dans pas dans une mon question de cœur. faute. Non, je pense que simplement c'est une dérive qui est que n'attend que l'ultralibéralisme de toute façon. On s'en bat les couilles des principes démocratiques quand ça va pas dans notre sens. Alors je rebondis juste, et ça c'est mon avis et Dieu sait que, je le garde pour moi. Enfin, en tout cas, je veux pas l'imposer. Kamokato nous dit quand même: «Le déclassement français est quand même un enseignement majeur de la crise sur laquelle un président doit se positionner, même si la crise est résolue. État de l'hôpital public, absence du vaccin», et on pourrait rajouter, la Français, gestion vaccin français. enfin, vaccin français, oui, pardon. On pourrait rajouter au début la gestion catastrophique, des masques et compagnie et j'en passe et des meilleurs. Bah, encore une fois, est-ce qu'on n'a pas un peu la mémoire courte, quoi? C'est pour moi, c'est la même réponse. Après, le déclassement français, oui, est-ce que je veux dire, c'est un thème qu'aborde Zemmour, en fait, ça, qu'aborde, l'extrême droite et la droite d'une manière plus générale. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bonsoir, Nico Robin, je sais pas pourquoi tu m'isoles. Salut Nico Robin. Euh, Le déclassement Bonsoir français, Nico. c'est un terme qui est assez marqué effectivement, mais Mmh. en fait, c'était par rapport, à la réponse de Kamokato et d'Akara qui était par rapport à ce qu'on disait sur, le monde d'avant, finalement rien n'a changé. Mmh. Rien n'a changé peut-être sur, l'aspect politique parce que le monde d'avant, ça revient aussi à l'élection de 2017 où on estimait il y avait un espoir quand même avec Emmanuel Macron, si on n'était pas d'accord avec lui, hein, j'entends, parce que si on était d'accord avec lui, on devait être content. Mais c'était qu'il allait, tout chambouler et tout changer. Après 2017, ça n'a pas été le cas dans la vie politique. Après 2019, Covid, 2020, 2021, ça n'est toujours pas le cas. Il y a eu Vraiment pas, effectivement des hein. choses qui ont changé, comme l'ont souligné pardon, Akara et Kamokato et Ouais, mais la petite loutre aussi. tu vois, là où je comprends pas, c'est que là où moi je me serais vraiment attendu à un véritable rebond des questions de la gauche, à un véritable sursaut de, en fait, bien sûr, le service public, il faut le défendre à tout prix, évidemment qu'il faut mais se jeter sur ces questions-là, eh bien, ça a presque été tout l'inverse. Comment ça se fait ça? Bon, alors on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, on va pas trop diverger non plus, mais Parce moi que d'ailleurs, ça m'étonne, en tout Parce cas. que ça rentre pas dans la logique démagogiste. Parce que c'est pas vrai, parce que les gens ils râlent beaucoup sur l'hôpital et ce genre de choses très bien, mais sur le reste des services publics, l'énorme majorité des gens, je suis pas sûr qu'ils soient en mode, je te rappelle qu'avant, avant tout ça, ils sont pas du côté des fonctionnaires, les gens, et ça râle contre les statuts particuliers, et vas-y qu'il faut destituer les cheminots, et vas-y que, tu vois, je pense pas que de base on soit ultra favorable à encore un alourdissement du service public. Bof, Sur le cas de je suis pas l'hôpital, ça touche tout le monde et ça touche la santé, donc c'est quelque chose de beaucoup plus ouais, viscéral, on mais va dire. justement, je pense que ça va enfin bref, on je pense qu'on en reparlera, hein, des problèmes de la gauche, dans de futures émissions, ça c'est certain. Non, mais je suis d'accord. Non, Heu, mais je suis il y a d'accord un avec problème toi. d'incarnation à gauche, Oui, peut-être non, la mais semaine oui, prochaine. Mais moi, je oui. vous peut-être la propose, si semaine vous voulez, prochaine. que comme il est 22h10, Oui, qu'on oui, oui, passe oui, un oui, peu plus rapidement avant sur la question de l'Union européenne et on va aller moins vite et puis, enfin moins vite, plus vite, pardon. allez, Heu allez voir. et je vais commencer par, vous faire participer à un petit quiz, alors qu'IDB est parti. Un petit quiz, sans, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de quiz, donc je vais commencer Pardonnez-moi. par là. Vous n'avez pas pu rater l'info, la France a pris le 1er janvier la tête de l'Union européenne. Mais je vais commencer par ce petit quiz pour savoir exactement ce qu'on veut dire par prendre la tête de l'Union européenne. Alors moi, je vais vous donner une liste d'institutions et vous allez me dire, IDB et Adrien, et puis aussi dans le chat, si c'est ça que préside la France pendant 6 mois. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts pour le petit jeu? Il n'y a rien à gagner. Allez, Ouais, Vous avez compris allez. les règles, très vas-y. simples. On y va, voilà. Est-ce que Ah, la France a on est pris la d'accord, il y a tête 3 conseils différents, hein, c'est ça, hein? Ah mais commence pas à donner Non, des mais indices. spoil pas, Vas-y, toi. On Est-ce avait dit que vas-y. qu'on. est-ce que la France a pris la tête de la Commission européenne? Euh, Non. Non, euh, bravo, bonne réponse. Parce que la Commission européenne est présidée par Ursula von der Leyen, vous savez, madame, Perfect Brushing, à l'allemande, qui, assure donc sa présidence depuis 2019 et la Commission regroupe tous les commissaires européens, dont le français Thierry Breton et la Commission européenne propose la plupart des textes législatifs de l'UE. OK? Vous voyez la Commission, vous l'avez à peu près? mhm. Très bien. Ouais, c'est bon. Est-ce que la France a pris la présidence du Conseil européen? Oh merde, attends, alors c'est là que ça devient Ah, tu dur. vois? Tu vois? Ah! Oui? Non, Est-ce que là toi tu dis oui? Qu'est-ce que dit, non, IDB? non plus. Non? Non? Eh bien, c'est IDB qui a raison parce que le Conseil Ah européen putain, organise des ah! sommets politiques
Alors, le Conseil européen organise des sommets politiques qui visent à faciliter l'apparition de compromis entre chefs d'État et de gouvernement dans l'Union européenne. Le président du Conseil européen, c'est le Belge Charles Michel. Mais c'est quand Il y a même une cette petite. institution-là qui va Mais chercher les ministres, non? Il y a une. non, mais Non, 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 justement, ça c'est les chefs d'État, le Conseil c'est européen c'est que les chefs d'État et de gouvernement. ou de gouvernement, ouais, ouais. Et il y a une petite nuance ici à apporter, enfin pas une petite nuance, mais c'est que lors de la dernière présidence française de l'Union, donc en 2008, je crois, eh bien, celui qui avait la présidence de l'UE avait aussi la présidence de ce Conseil européen, mais ce n'est plus le cas maintenant, d'accord? Mais Ah, depuis le traité de d'accord. Lisbonne, ce n'est plus le cas. Ouais, non, mais c'est pour J'espère ça que je me que suis embrouillé, je pense. j'espère que vous suivez, on est presque au bout. Alors du coup, la France, elle doit avoir la présidence, si c'est pas ça, du Conseil de l'Europe? Ah non! Ah ça Ah non! non? Ah Ah ça non? non, C'est jamais! pas ça? Alors c'est quoi le Conseil de l'Europe? Conseil de l'Europe, ça a rien à voir avec l'Union européenne, c'est une Ouais. organe internationale qui a pour, but de défendre les droits de l'homme, notamment à travers la fameuse Convention européenne des droits de Ouais, l'homme la qui CEDH. garantit un certain nombre de droits de l'homme, dans Mmh. les 50 États signataires à peu près qui ont signé ce truc-là. Très L'ex-copine de bien. Barnier. Voilà. Voilà, que Barnier voulait, c'est vrai qu'il voulait, ne plus, respecter les bah, pas que lui d'ailleurs. Donc voilà, donc le Conseil de l'Europe n'a rien à voir avec l'UE, même si dans les faits, il y a quand même des liens entre Bien les 2 sûr. organismes, mais c'est Oh, une autre organisation internationale. avec sa propre cour de justice d'ailleurs, sachez-le. Oui. Est-ce que du coup la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne? Bah, du coup, oui, non? Je pense. YB? Si c'est pas ça, je sais pas, hein. Le Conseil de l'Union européenne, tu dis? Oui, oui. Oui, oui, oui. Et Ouais. bravo, sans faute de Ouais! la part d'IDB. Putain de bâtard. Eh ben bravo. Donc, le Conseil de l'Union européenne. Donc, si on récapitule, il y a la Commission européenne. Donc, en fait, la Commission européenne, si on devait schématiser, c'est un peu le gouvernement en Ouais, Europe, c'est ça, sauf hein. qu'il a l'exclusivité présenter des textes législatifs. Donc, il n'y a que la Commission qui peut proposer des textes législatifs. Et puis il est Ah ouais? indépendant, quoi. Non, c'est plus vrai ça, je crois. Non, attends. Ah pardon, pardon, Il y a le pardon. Conseil européen qui, du coup, lui, il organise. C'est vraiment un organe purement politique où il y a tous les présidents qui sont là et qui discutent un peu des sujets. Mmh mh. Et il y a le Parlement européen, donc du coup, qui dans certains cas peut présenter des textes législatifs Mmh. avec donc le Conseil de l'Union européenne, mais c'est dans des cas assez particuliers. Donc en fait, si on schématise, en gros, la Commission européenne propose des textes qui sont votés à la fois par le Conseil de l'Union et par le Parlement. Mais OK. c'est très schématique parce Est-ce que qu'on peut faire un schéma encore plus schéma et dire genre le Conseil européen, c'est le président de la République qui, donne les grandes promesses de campagne et les orientations, commission, gouvernement et le parlement, c'est, l'Assemblée nationale, le parlement et le Sénat, le Conseil de l'UE? Ou pas du ouais, tout? bah, pas trop c'est-à-dire que le Oui, Conseil de l'UE ne représenterait pas mmh. les territoires. Enfin, tu vois, il ne représente pas les Oui, oui, non, territoires non, parce mais qu'il bien représente. sûr, mais Mais en fait, en voilà, en gros, tout cas c'est les 2 ça, mais chambres dans du un régime parlement. un peu bâtard qui est ni vraiment présidentiel, ni vraiment parlementaire. Hein. Mmh. Mais en gros, l'idée est là. Je crois qu'on a fait fuir la petite loutre. Mais Ouais, salut en la fait, petite du loutre, coup, hein. mais qu'est-ce que c'est ce Conseil de l'Union européenne? Donc, ce Conseil de l'Union européenne, c'est ce dont on a la présidence à France pendant 6 mois. Donc, c'est-à-dire que tous les 6 mois, un des 27 États membres prend la présidence de ce Conseil, où dans ce Conseil siègent les ministres des États membres en fonction des thèmes abordés. Donc, en fait, par exemple, si on a une réunion sur les questions d'agriculture, eh bien, c'est ce cher ministre français de l'Agriculture, Julien Normandie, c'est lui, je crois, oui, qui présidera la session de travail. OK? Mmh mh. Mhm. Le Conseil, il coadopte, donc du coup, avec le Parlement, les propositions législatives de la Commission, parce que dans l'UE, la Commission, comme je l'ai dit, a le monopole des propositions législatives. C'est le schéma global, il y a des exceptions, mais on ne va pas entrer dans les exceptions maintenant. OK? Ok. Vous comprenez un peu de quoi on a pris la À peu présidence? près, à peu près, à Voilà. peu près. OK, très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actu, mais le collège des commissaires est venu jeudi, vendredi. Donc, le collège des commissaires, c'est la Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen. Ils sont venus manger, j'ai regardé le menu sur le site de l'Élysée, des truffes de Dordogne et une pintade jeudi soir à l'Élysée, Oh les pendant pâtes. qu'Emmanuel Macron rappelait les priorités de la France durant cette période à l'occasion d'une conférence de presse avec Ursula von der Leyen. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'ils ont parlé de la fameuse phrase et Ursula von der Leyen était la fameuse phrase, l'emmerdement. Elle était un peu mal à D'accord. l'aise parce qu'au niveau de la diplomatie européenne, c'est un peu compliqué de gérer ce genre de situation. Mais il y a eu la première polémique de l'année avant cela, qui est sur laquelle on ne reviendra pas, qui est le drapeau européen en dessous de l'Arc Ah de Triomphe. Mais mais oui oui, mais on y reviendra et après. c'était pour ça du coup ça? Ah d'accord.
Mais c'était pour la présidence de Ouais, l'Union non, mais j'ai européenne. vu de loin, mais j'avais même pas fait le lien, tu vois? Comme pour te dire. Heu, voilà. Salut, Donc Ignorti. Seb, je sais pas comment on prononce ton pseudo, mais salut à toi, en tout cas. salut, et Kamokato dit: «Si Macron veut jouer la carte président de l'Europe contre des présidents de région et autres ex-polémistes, il devra prouver aux Français qu'il dispose de leviers et qu'il est à la barre». Mais justement, en fait, moi, pour commencer, après je vais vous parler un petit peu des grands thèmes, mais on va pas parler de toutes les priorités françaises parce qu'il y a des articles qui l'ont fait. Et puis sinon, vous regardez la conférence de presse du président qui a duré 2 heures si vous voulez vraiment connaître toutes les priorités. Mais Non. un petit tour de table là rapidement. Est-ce que déjà vous attendez quelque chose de cette, on va l'appeler la PFUE, présidence française de l'Union européenne? Est-ce que pour vous c'est un événement technique assez secondaire, ou est-ce que plutôt comme Kamokato le pense, c'est un événement politique, assez majeur? Et parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'en 2022, ça devait être une année, un tournant, une année charnière Bah, pour l'Europe. Mais dans ces cas-là, attendez, je finis juste une petite pardon, excuse-moi. introduction de question, puis je vous laisserai rebondir. Est-ce que c'était opportun de garder ça en même temps que l'élection présidentielle? Voilà. Est-ce que ça dit quoi, en fait? Alors que Macron est comme un Européen convaincu, un européiste convaincu, ça on peut pas lui enlever ça. Ça dit quoi de cette volonté de garder la présidence pendant la campagne, de ce qu'il porte comme intérêt sur les enjeux réels, sur l'Europe? Est-ce que c'est une manœuvre politicienne? Voilà, sur tous ces points-là, est-ce que vous voulez Ouais, non, mais rebondir? bah, Est-ce que vous sur ta laissez question là, moi ça dit quoi? Est-ce que c'est vraiment important? Bah, à la limite, ça aurait pu l'être sous 2 conditions. Un, avec un véritable projet de réforme pour l'Union européenne qui peine. Alors, on a vu que la crise sanitaire avait fait bouger en plus énormément les lignes sur, la politique, monétaire, sur la politique, de la BCE qui a d'un coup, de tout compris que finalement c'était possible de faire un peu autrement. On a vu que sur le plan économique, l'espèce de doctrine, néolibérale allemande était un peu remise en question aussi. Alors il faudrait qu'on en discute avec des gens plus compétents que moi et probablement que nous, pour en comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants. Donc voilà, 1re condition, c'est avec un vrai projet pour faire avancer le truc et se sortir un peu du marasme dans lequel l'Union européenne est. Et la deuxième, c'est, bah, avec le temps de le faire. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Alors que la campagne présidentielle, c'est dans 100 jours, 90 jours. Est-ce qu'il va avoir que ça à foutre, Macron? Probablement pas. Et le président d'après, si c'est pas lui, est-ce que vraiment il va s'occuper de ça au tout début de son mandat, alors qu'il y a les Euh, législatives à gérer, alors que enfin, mais bien sûr que non, tu vois? Si c'est pas lui, pour l'instant, c'est un candidat anti-européen alors qu'il passe, hein, parmi les 3 ou 4 suiveurs dans les sondages. moins européen inclus en tout cas, parce que Ah avec les Moins bah, européen, ouais, ouais, ouais. largement moins européen, oui, quand même. et Euh, là juste pour, une remise en contexte rapide, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron aurait pu demander à repousser comme on l'avait déjà dit, il aurait pu demander à repousser, cette présidence à un autre moment. Mais, ça a été refusé avec l'argument que: «Mais oui, mais vous comprenez, Mmh. dans tous les pays de l'Union, il y a tout le temps des élections, donc si on devait faire ça à chaque fois, on s'en sortirait pas, ça serait un Bah, enfer à sauf que organiser». pourquoi pas, tu vois? Enfin, Oui, mais sauf que je vais dire ouais. quelque chose de très méchant et je suis navré, mais les élections municipales en Slovénie, c'est pas l'élection présidentielle française en termes d'impact sur l'Europe. Non, non, mais c'est vrai, en plus, je veux dire, c'est un pays porteur, c'est un pays à l'initiative de la construction européenne. Bon, bah, moi je comprends pas cette décision-là et je ne me l'explique que par, bah, voilà, cette volonté de se dire: «Regardez, Emmanuel Macron, président». Heu, Ce que dit ah, Kamokato, quoi, en fait. voilà, mais bien sûr, ce que dit Kamokato. Il dit aussi Kamokato, d'où le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe, le «emmerder les non-vax», servait à reléguer les adversaires dans un coin, celui des Mmh. anti-vax, des réfractaires, des complotistes, tandis que le drapeau européen sur l'Arc de Triomphe servait à radicaliser sur ce plan, tandis que lui prenait de la hauteur. Et quelque part, moi je pense que c'est encore une fois quelque chose d'affichage. On est dans la communication plus que dans la politique avec ce gouvernement et moi ça commence à me enfin voilà, ça c'est encore une fois Ignorti nous mon dit: avis. C'est quand même bizarre qu'ils font rien pour limiter la propagation du Covid, sachant qu'on est actuellement à 300 cas». et Beh, Inertia a raté la première partie de l'émission, je crois. malheureusement, on a Ouais, on en a parlé, de beaucoup la parlé. question sanitaire pendant 1 heure avant, mais on n'a pas évoqué cette question-là de savoir, Tout s'il à fallait fait, prendre d'autres mesures pour stopper ouais. l'épidémie. On n'a pas parlé de Et ça. pour être très franc, je suis pas sûr qu'on soit très compétent pour y Voilà, répondre. on Ça n'est a l'air pas, compliqué à contenir, quoi. Mais Mais, concernant l'Union européenne, moi je vois pas en quoi ça poserait problème qu'il ait la présidence de l'UE en même temps que la que bah, bah, aussi moi, ou alors il fait rien, tu vois? Enfin, c'est comment tu peux porter un quelconque projet politique pour l'Europe en étant en campagne présidentielle? Mec, tu as vu le rythme d'une campagne présidentielle et tu as vu le rythme d'un début de mandat après? Enfin, je veux dire, et c'est c'est l'autre problème, c'est qu'il y a une période de
Ah, j'avais le mot, mais j'ai oublié, c'est pas une période de carence, mais c'est une période où tu sais où ah! Oui, en Tu peux plus plus, de tu mets de mise en réserve là, retrait, de de réserve, oui, voilà, bah, pardon, enfin, je sais excusez-moi. plus comment ils disent ça, mais Vous comprendrez l'idée à partir de mi-mars jusqu'à en l'élection plus? présidentielle, donc fin avril. C'est-à-dire qu'il y a 1 mois et demi qui saute, déjà, où il se passera rien. Bon, ça juste de manière, tout à fait pratique, c'est quand même, c'est compliqué. Parce que ça veut aussi dire que les groupes donc, ministériels qui sont censés être présidés par la France pendant cette période-là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement, cette présidence, ça sert à, il y a des projets qui sont déjà là, dans les tuyaux, le mécanisme Les d'ajustement ministres carbone aux sont censés frontières. pouvoir, enfin les ministres sont pas touchés par Mmh. le conflit d'agenda que vous soulignez jusque-là, hein. Bah, bien sûr que si, parce que la présidence française de l'Union européenne, la France préside des groupes de Non, travail mais les à la ministres dans sont la pas Commission censés être en européenne. campagne. Non, mais c'est pas ça la question, EDB. Les ministres sont pas censés être en campagne, mais la France doit arrêter de porter des questions politiques à partir de mi-mars. Donc Ah oui, comment est-ce que tu présides un groupe de travail? Comment Clément Beaune, Julien Denormandie, Gérald Darmanin préside un groupe de travail s'ils sont dans une période de réserve? Bon, ça c'est une question. Bah, puis C'est la juste une question, question. c'est est-ce qu'on a envie que Darmanin préside un groupe de travail? Bah, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. C'est le groupe JAI en plus. Tu vois, il s'appelle JAI le groupe, c'est Justice Affaires Intérieures, Ah, mmh, mais la question, c'est surtout quel type de projet la France veut pousser? Parce que finalement, on l'a vu, c'est 6 mois, même s'il n'y avait pas élection présidentielle, c'est pas en 6 mois que tu repenses, toute, l'Union européenne. mais L'Allemagne avait c'est la pas en un an non présidence plus, hein. l'Allemagne avait la présidence, de juillet à décembre 2020. Ils ont réussi à avoir dans les derniers jours un accord commercial entre la Chine et l'UE, qui est d'ailleurs encore en discussion, qui a toujours pas été adopté. C'est quand même assez compliqué. Justement, là, je vous propose qu'on passe un peu rapidement sur les grands thèmes qui sont intéressants pour la France, et puis on va mmh. pouvoir voir dans ces différents thèmes, ceux qui peuvent éventuellement avoir un impact sur la politique française, sur l'élection présidentielle, ou si c'est du OSEF total. Ça vous va? On Vas-y. fasse, rapidement comme ça? Et de toute façon, si jamais ça vous passionne, sachez que le 19 janvier, Emmanuel Macron viendra devant le Parlement européen pour, parler de son programme en plus de sa conférence de presse. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans votre agenda, pour mercredi 19. Alors, il y a 4 Salut Titouan. priorités. Il y a 4 priorités plus une, salut Titouan, plus une autre qui est un peu plus vague, qui est la question des valeurs, mais ça, on y reviendra. La première priorité, c'est le climat. Avec le fameux, vous savez, on a parlé déjà cet été, le Fit for 55 et cetera. Mais là, il y a un sujet particulier qui intéresse tout le monde et qui est d'une technicité absolue, donc on ne va pas en parler, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est en gros une taxe carbone que devront payer les entreprises pour exporter dans l'UE. En gros, hein, en gros. Ce sujet-là, à votre avis, est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça a un intérêt un peu sur la scène nationale? La question climatique, oui, mais ce sujet-là, voilà, il y a une proposition qui a été faite par la Commission européenne. La France est vraiment là pour pousser le texte depuis assez longtemps. Je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit Et c'est vraiment, parce que, primordial pour les bah, Français. je sais pas si c'est parce que Ah, ça s'inscrit pas que dans une dans une idée écologique, pardon. Je pense que ça s'inscrit aussi dans un certain protectionnisme à l'européenne, on va dire. Puisqu'on a vu qu'il y a eu la réinstauration des taxes à l'importation au niveau de la TVA, par exemple, en Ça ça France, ça ce genre de te ça choses. ça te reste là, ça, hein. Ça te Non, mais c'est pas ça, c'est juste que je ne comprends c'est absolument pas quelle est la logique de ça. Je ne comprends pas quelle est cette logique, si ce alors, n'est que d'utiliser un levier facile de faire du protectionnisme. Et l'Europe a envie d'être protectionniste aux frontières de l'Europe, en tout cas au niveau commercial. Bon, peut-être, pourquoi pas. sur le MACF, comme l'appellent les initiés, ou le CBAM, en VO, enfin en anglais, il y a vraiment 2 choses. C'est que déjà, là, on va pas rentrer dans des questions trop techniques parce qu'on va faire chier tout le monde. Mais en fait, Oui. déjà, il y a vraiment une première volonté, c'est que ça soit conforme aux règles de l'OMC, c'est-à-dire que ça ne soit pas mmh. quelque chose que les Américains ou les Chinois peuvent venir dire aux gens: «Oh, là, vous faites chier». Donc c'est-à-dire que pas que déclencher une guerre commerciale de 1, et l'objectif de 2, c'est pas de se faire de la thune, c'est un objectif qui est vraiment à visée climatique, c'est-à-dire de compensation. Donc ça, c'est la volonté politique. Après, on la croit ou on la croit pas, voilà. Je vous laisse lire le chat si jamais il y a des choses qui valent Non, le mais coup d'être, j'entretiens Ah, le. ça parle beaucoup Covid encore dans le ça parle chat. Bah, beaucoup et de Covid. c'est On du jeu. parle pas On trop fait du d'une rattrapage. Europe. On fait du rattrapage avec Inorti, c'est pas Très grave. bien, donc comme tout le monde se fout du mécanisme d'ajustement carbone aux Non, mais frontières, vous non, parlez mais c'est pas mais ça, si! on peut Mais faire non, mais plusieurs Mais choses en en plus, même on s'en fout temps. pas, on s'en non, fout mais pas si, du Attends, bah, tout. t'écoutes, franchement, non, mais Alexis.
Ah non, 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 mais attention, faut pas il y en a d'autres des sujets, peut-être que les autres vont plus réagir. Non, mais Au contraire. arrête! Moi, Non, c'est Mais vrai moi, que j'ai ça pour me pas être, parle grand-chose beaucoup, d'autre à dire moi. sur le mécanisme d'ajustement pour, carbone. En pour vrai, être c'est honnête, un moi je sujet qui est connais pas du tout extrêmement assez, quoi. technique. Ouais, c'est ça, c'est trop Parce que tu dois technique faire de la pour que. compensation, tu dois calculer est-ce que c'est du direct, de l'indirect, est-ce que tu prends en compte aussi dans la chaîne de valeur, dans la supply chain. Enfin, c'est un sujet qui est extrêmement technique et qui est objectivement très très chiant. C'est juste sur Je me l'idée. souviens, on euh, voulait en parler enfin, déjà dans notre émission environnement un peu, mais on n'a pas trop eu le temps. oui, mais c'est un Mais non, sujet mais qui c'est c'est. pas nouveau en plus, hein. Non, mais Non, non. Le deuxième point, si vous voulez. Oui. Non, mais passons. Le deuxième point qui est un sujet qui est Non, aussi mais je technique. veux bien en parler, mais si tu veux pas en parler. Non, non, mais parce que on est, voilà, on peut plutôt parler des implications politiques de tout ça. Et le deuxième sujet, il est également extrêmement technique. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis peut-être sur ce sujet extrêmement technique qui vous parlera plus. C'est l'agenda numérique avec pas moins de deux textes que vous connaissez peut-être, qui sont le DMA et le DSA. Est-ce que vous connaissez le DMA et le DSA? Le Non. Digital Market Non, Act ça, et Ah le oui, Digital si, Service si, si, Act. Oui, bien Digital sûr, oui, oui, Market oui. Act, bien sûr. Et le but, c'est donc de réguler à la fois le marché et les contenus pour créer un modèle européen, parce que les géants du numérique ont un monopole. Donc là-dessus, c'est Mm, est-ce que mm. vous pensez qu'il va être possible de faire bouger les GAFA, fléchir les GAFA, nous en Europe, d'arriver à, hein, Alors, d'arriver à politiquement, quelque chose? à ce niveau-là, moi, je peux te parler d'un truc très technique et d'un exemple très concret qui a lieu en ce moment et qui est porté politiquement et qui représente beaucoup de choses au sein de l'État de l'Union européenne. C'est que il y a un projet, on va dire bancaire pan-européen qui est en train de se mettre en place et qui est vu comme porteur aujourd'hui de beaucoup de volonté industrielle et économique au sein de l'Europe et de renforcer justement l'Europe à ce niveau-là, exactement à ce niveau-là, surtout face au GAFA finalement, parce que ça porte sur les paiements numériques et ce genre de choses et comment l'Europe se C'est positionne par initiative rapport à privée, ça. ça. Oui, mais très fortement appuyé par les instances en cours parce que ce serait un projet qui renforcerait l'Europe et la collaboration interne en Europe. Et par exemple, en cas d'échec, aujourd'hui, on a déjà peur que ça endommage les relations franco-allemandes à ce niveau-là, ce genre de choses. Donc, et la raison pour laquelle ça rentre dans le domaine du public, et je vais te le dire, c'est qu'il y a une lettre de ministre des Finances de 7 ou 8 pays dont la France, dont l'Allemagne, dont la Belgique, je crois, je ne sais plus exactement la liste, il y a eu une lettre ouverte appuyant ce projet au nom de chacun des gouvernements. Donc oui, c'est clair et net qu'il y a beaucoup de volonté de faire face à ça, et je pense ils prennent les choses au sérieux à ce niveau-là. Mais ça relève justement des commissions européennes, comme tu dis, plus que de la présidence, je crois. Oui, parce que c'est surtout la question de la transposition du paquet BAL 3, mais on rentre dans des questions très techniques sur les questions Ah non, mais bancaires c'est là. là, si tu vas pas Donc, dans des exemples, tu vas avoir beaucoup de mal à appuyer cette théorie-là, je pense. Mais t'en penses quoi, toi, Alexis, du coup, de ta question de base? Peut-être revenons à un truc un peu plus compréhensible, parce que moi, là, personnellement, oui, je suis un oui, poil largué. oui. Est-ce que l'idée, c'est ce qu'on peut faire plier au niveau européen les géants du numérique? C'était ça ta question de base? Mais en fait, c'est assez intéressant parce que quand on regarde dans les grandes boîtes du numérique, combien sont européennes? En fait, je crois qu'il n'y en a qu'une, c'est Spotify. Ah, c'est Non, il n'y a européen, qu'une. Spotify? Ouais, Ah ouais. c'est suédois ou Ouais, finlandais, je enfin, crois qu'il y a c'est. des problèmes de Ok, caméra. ok. Sinon, je crois qu'il y en a aucun. Après, ce qu'il faut voir, c'est la taille de marché que représente l'Europe pour ces entreprises-là. Mais Mhm. je pense qu'ils marchent plus par la contrainte qu'autre chose. Après, c'est simplement que c'est bien gentil de faire ça au niveau européen, mais tant qu'on n'arrivera pas à avoir un accord global. Tu vois, ce qui a été assez intéressant, c'est un sujet, je dévie un peu, mais je vais prendre cet exemple-là, c'est la taxation des multinationales. Il y a eu un accord au niveau de l'OCDE pour avoir un niveau de 15% de taxation partout dans le monde. Et ça, tu as la Chine, les États-Unis et l'Europe qui sont d'accord avec ça. Donc, du coup, tout le monde va faire un taux d'imposition de 15% pour les boîtes. Ça va quand même éviter un peu l'évasion fiscale. Et bah, si on arrive à avoir ce genre d'accord pour la régulation sur un digital market, digital service au niveau mondial, ou en tout cas avec les États-Unis, oui. En attendant, la France, l'Europe, toute seule, c'est compliqué. Il ne faut pas se cacher que le Mhm. poids politique est un peu compliqué. Surtout quand on voit que quand sur des sujets vraiment importants, et là, je fais encore une autre digression, mais quand on voit aujourd'hui, il y a des discussions en cours à Genève sur la sécurité en Europe et en Ukraine, avec les États-Unis et la Russie, sans l'Europe. Donc comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles? Moi, c'est compliqué. Il y a un manque évidemment de force politique de l'Europe, à mon sens, pour réussir à pousser ce genre de sujet. Sur l'extraterritorial, enfin, c'est pas Ouais, comme l'extraterritorialité sur. parce que Enfin, c'est un constat qu'on peut souvent faire quand même, j'ai l'impression, au niveau européen.
Enfin, Bah oui. l'Europe, c'est toujours, enfin, l'Union européenne s'est toujours montrée extrêmement autoritaire face aux GAFA. Historiquement, par exemple, par rapport aux intrusions enfin, intrusions, pardon, aux pénétrations, on va dire plutôt, des sociétés étrangères sur son marché, et en tout cas à se faire respecter sur son marché, et par extension à l'étranger aussi, si possible. Enfin, je veux dire, les plus gros procès antitrust que tu peux avoir, c'est la Commission européenne qui les a portés, c'est l'Union européenne qui a attaqué Microsoft, qui a changé la façon dont ils doivent gérer les choses, par exemple euh, sur des choses concrètes telles que ne serait-ce que le système d'exploitation, mais qui revient à la racine même de la chose. Enfin voilà, si tu regardes le passif en tout cas de l'Union européenne, il y a quand même eu des moments où ils ont été capables de s'imposer et de leur forcer la main. L'uniformisation, si tu veux, des règles et des lois, elle tend plus à, je pense, à témoigner du paysage, tout simplement du paysage, du rapport qu'ont chaque pays à l'Union européenne, dans le sens de l'unicité. C'est du post-Brexit, ces genres de choses qui viennent en Mais là, compte sur les GAFAM, en fait, le truc, tu parles il y a eu des énormes amendes qui ont été données, mais en fait, c'est qu'on utilise à chaque fois la seule moyen qu'on a de condamner, c'est la Mmh. concurrence, le droit de Ah la oui, concurrence. ah non, mais C'est c'est la tout loi le de Ouais, temps ouais, dans tout à concurrence, fait. et parce pour que, tous les sujets. mais Tu vois? parce que justement, ça ne nécessite pas une mise en place législative. Ah bah si, mais elle existe, en fait, tout Oui, non, mais simplement. c'est ça, ce Donc que je veux dire, c'est que ça ne nécessite pas un effort supplémentaire légal, et donc ça n'appelle pas à faire, ça se base sur des textes de l'Union européenne qui existent déjà, et ce genre de choses. Très bien. Maintenant, si tu parles de l'Union européenne et du fait qu'on arrive à se mettre d'accord, certes, sur certains points économiques, c'est le cas, mais d'un autre, le climat aujourd'hui est clairement pas au renfort des pro-européens. Euh, c'est... 22h30, attends, 22h30, deux derniers points rapides. Vas-y. Je veux accélérer Je un t'en peu prie, je t'en la prie. cadence. Deux derniers points un peu rapides qui sont les priorités pour la France, et peut-être que ça va un peu plus parler, c'est ce qu'on appelle ce que Emmanuel Macron a appelé la convergence et la justice sociale pour une Europe plus juste. Et ça, il y a une idée principale, c'est ce qui est encore une fois qui est souvent mal défini, parce qu'on parle de SMIC européen. Alors, on nous dit: «Attendez, SMIC européen, ça veut dire qu'on gagnera autant, le SMIC français sera égal au SMIC, roumain et cetera». Non, pas du tout. C'est pas une harmonisation des salaires minimums, mais en fait, c'est plutôt l'idée qu'il y a un SMIC dans tous les pays, qui soit adapté aux réalités sociales et économiques de chacun. Ça, dans l'idée, c'est vrai qu'il y a quand même des pays dans l'Union européenne, il n'y a pas de salaire minimum. Ça, Mmh mh. bon, peut-être que les économistes nous expliqueraient que ça serait terrible pour des raisons d'inflation ou je ne sais pas, mais je vois pas comment est-ce que on pourrait foncièrement être contre cette idée-là. À part peut-être que les tenants du dumping européen nous diront que c'est la fin du Mais plombier polonais. pour ça, il faudrait que, Ouais, pour ça, il faudrait que toutes les économies européennes soient au même niveau, ce qui n'est pas le cas. oui, il y a ce Oui, mais problème-là quand même aussi, mais bon, du moment qu'on a tous enfin, qu'on a l'euro, la question non, se mais pose de toute manière avec la monnaie. c'est pour ça que c'est pas un SMIC européen, c'est qu'il y a un Ouais. SMIC dans tous les pays qui soit pas le même. Oui, Donc du oui, coup, oui, ça veut bien Ah. dire sûr. que tu seras 200 € dans un pays, 1 300 dans un autre. Bah, Bah, je vois mal comment on peut être contre ça, à part, être tenant d'un ultralibéralisme absolu où vraiment, l'État ne le doit dernier, absolument pas définir hem, le coût du travail, mais bon. le dernier sujet, c'est, tout ce qui est, défense et sécurité aux frontières. Avec, Ah! voilà, qui est quand même un sujet, qui est les crises actuelles, l'illustrent très bien, c'est le renforcement de Schengen et donc le renforcement des frontières extérieures, réforme de la politique d'asile et de l'immigration. On a bien vu qu'il y a des sujets qui sont quand même là en ce moment, Mmh mh. avec la Biélorussie, on en avait parlé notamment Ah, dans tu un m'étonnes, retour oui. sur l'actif. Je crois qu'on en avait parlé ou on avait passé à la trappe, je sais plus, bref. Non, Il on y a en quand avait même une parlé, il me crise à la semble. frontière. L'idée d'Emmanuel Macron en 2 mots, c'est la mise en place d'un mécanisme d'urgence pour les pays qui font face à des crises. Voilà, on verra ce que ça donne, parce que comme ça peut pas dire grand Ouais, chose. Tu veux dire la France, par exemple? concrètement, Non, pas la France, par exemple, la Pologne. Mais parce que mmh. mais même ça, en fait, même quand Emmanuel Macron a dit ça, il y a eu la Hongrie qui a dit: «Ah non». Grosse Ouais, bah, réticence de oui, la part de la oui. Hongrie parce que souvenez-vous la crise migratoire de 2015 et cetera Bah, et tu m'étonnes. la Pologne aussi qui a dit: «Ouais, je sais pas trop parce que, bah, ouais, nous, en fait, on n'a pas envie qu'il y ait Frontex qui viennent, mettre leur nez dans nos affaires. On a envie de régler les migrants comme on a envie», Mmh c'est-à-dire mh. probablement pas forcément en respectant les droits de l'homme, mais ça, c'est une autre histoire. De quoi je me mêle, dit Camocato? Je pense qu'il fait référence aux frontières. Je ne sais Ah pas. non, je crois qu'il disait ça avant. Ah bon? Peut-être au D'accord. SMIC? Je suis pas sûr. Kamokato, si tu peux nous Non, c'était préciser. pile au Le moment SMI de la transition, je crois. Ah oui, Ah Non, au non, SMIC, tu tu vois, es contre le SMIC. SMIC? Bah, écoute, je serais Ouais, ravi de ouais. savoir pourquoi est-ce que tu es contre un salaire minimum, dans les pays de l'Union européenne qui n'en disposent pas. D'ailleurs, je n'ai pas la liste Bah, et écoute, le deuxième point pas sur ce contre. sujet-là, c'est l'union de la défense.
voilà, pour se préparer aux nouvelles menaces. On a bien vu aussi, encore une fois, dans la crise biélorusse, dans la crise, larvée en ce moment en Ukraine, entre la Russie et l'Union européenne, qu'il n'y a pas vraiment de réponse européenne. Comme on l'a dit, en plus, l'Europe est même pas intégrée aux discussions. Heu, donc ça, c'est pas très, très bien parti. Sachant qu'on a toujours ce schisme au sein de l'Union européenne avec, la France et d'autres pays qui veulent une stratégie plus collective de défense au sein de l'Union européenne. Ils disent: «L'Europe, c'est nous, c'est devrait être l'Europe qui défend l'Europe», et d'autres pays dont l'Allemagne qui disent: «Non, non, 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 le parapluie américain, c'est eux qui vont nous protéger, c'est l'OTAN qui protège», et cetera. Donc ça, c'est quand même compliqué. C'est pas dit du tout que Emmanuel Macron arrive à avoir une avancée là-dessus, et je pense que ça peut avoir un impact sur le débat national, français. Et Kamoketo dit: «Je ne savais pas que nous devions nous positionner sur le Ouais, salaire bah, je sais minimum». Et pas, chiffres. une garantie C'est de plus, c'est bon à prendre, non? plutôt en fait l'Union européenne qui garantit à chacun des ressortissants dans tous les États membres qu'ils Mmh ont un mh. salaire minimum adapté à la réalité sociale et Un peu économique un de peu chaque comme un pays. droit de l'homme, quoi. Il y a bien, l'Union européenne garantit bien un certain nombre des droits de l'homme, à tous les citoyens européens. On se dit pas: Voilà. «Bah oui, mais de quoi je me mêle, pour aller, dire qu'il faut un procès équitable en Hongrie?» Bah, c'est quand même moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Après, encore une fois, Voilà. Donc voilà les gros sujets. Donc si on récapitule, c'est climat, agenda numérique, convergence et justice sociale, et sécurité aux frontières et défense. C'est les sujets un peu de et fond. Et sur la forme, et je vais finir là-dessus, après je te laisse, parce que comme ça je conclus ma partie. Il y a aussi une dernière partie qui est sur les valeurs, rapidement, voilà. Et ah, Macron veut mettre en place un groupe de travail sur l'histoire européenne par des historiens, des experts indépendants. Il veut un fonds indépendant de soutien aux journalistes. Il veut remettre la question de droit, l'état de droit sur la table. Voilà, ce genre de choses, qui sont quand même, c'est moins palpable, je vois pas comment tu peux vraiment faire, politique, sur ces sujets-là. Voilà ouais, pour, après il en y a quelques mots. des choses fortes à faire, mais bon. Ouais, bon, la question de l'Europe, c'est est-ce que un jour ou l'autre, on va essayer de penser un système institutionnel différent de celui-ci? Si on est vraiment convaincu que notre avenir passe par un avenir européen, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, essayer une autre construction? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on abandonne l'unanimité? Si on est convaincu, au contraire, que c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, est-ce qu'on ne doit pas faire autrement? Enfin bon, on en reparlera de Bah, toute façon, hein, tout au long de la campagne, des et projets sur ce européens, des sujet-là, visions. tout n'est pas justement à l'unanimité, en fait, et c'est intéressant parce que justement le le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont je parlais, en fait, il s'appelle pas taxe, alors qu'en fait, dans les faits, c'est une taxe. Ça s'appelle mécanisme d'ajustement pour justement pas qu'il y ait besoin de l'unanimité. Parce que si ça avait été une taxe, il aurait fallu l'unanimité. Peut-être qu'au delà de ça, c'est la question d'une Europe à 2 vitesses. C'est-à-dire certains qui disent: «Ouais, moi je suis chaud pour avancer là-dessus», et d'autres, même si ça complexifie Oui, l'ensemble. oui, bien sûr. Mais tu vois, genre moi je suis chaud pour avancer sur les questions, sociales, et d'autres qui disent: «Non, moi je vais plutôt rester sur», comme on a fait avec l'euro, hein. Même si ça Ouais. risque de rendre le bordel, enfin très, très compliqué. Bah, ouais et puis bon, l'euro, on pourra en reparler, et puis c'est déjà compliqué l'Europe quand même, hein. Un des soucis de l'Europe, c'est son manque de visibilité. Donc ouais, écoute, de toute façon, ça, je pense qu'on aura de toute manière, à un moment, l'occasion d'en reparler Ouais. quand on verra les positions un peu des différents candidats, quand on aura des programmes un peu plus clairs là-dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur cette, déjà ce qu'était la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Parce que j'ai même lu des journalistes qui se sont trompés, hein, sur le Conseil européen, et cetera. Et Et sur on les les priorités comprend. d'Emmanuel Macron. Et «Il faut une autre Europe», nous dit Kamokato, une citation. Et du coup, Mmh. on n'hésitera pas à revenir sur, bah, on essaiera de suivre un petit peu lesquels de ces sujets avancent, lesquels ont un impact sur, la campagne, n'hésitez pas à nous dire aussi sur Twitter, sur Facebook, ou nous contacter si jamais il y a un de ces sujets en particulier qui vous intéresse, sur lequel vous souhaitez, que l'on discute, quoi. Parce que nous, on est là vraiment, Tout à encore une fait. fois, on le répète, hein, mais on est là pour faire vivre un débat avec vous. Alors à C'est propos tout pour de aujourd'hui, débat messieurs? d'ailleurs, se pose la Oui? question de la semaine prochaine, messieurs. C'est vrai. Et messieurs, dames, s'il y en a dans le chat. Donc, semaine prochaine, on avait dit quoi? On avait dit qu'on faisait une émission débat? C'est bien ça, hein? Normalement. Ouais, Normalement, normalement. on est censé faire une émission de débat, ouais. Alors bon, vous avez vu que l'actualité était, très covidée elle aussi, il y a pas que nous. Donc, le souci, c'est que voilà, on se demandait, on va pas refaire un autre débat sur les mesures sanitaires où on parle déjà que de ça, c'est peut-être pas légitime. On avait quoi d'autre comme idée peut-être, parler de la gauche, Alexis, c'était ça? Bah,
Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, qui est quand même, c'est une cristallisation des positions à gauche avec Anne Hidalgo qui dit finalement la Mmh. primaire, non, Ouais. Jadot, non, Taubira qui dit si jamais on nous dit que je suis candidate, c'est que je suis nommée la candidate de la primaire populaire, j'irai. Primaire populaire, donc on a reçu, je rappelle, la vice-présidente, la coprésidente en septembre. Donc peut-être faire une émission débat sur l'état de la gauche, l'union, la désunion de la gauche, avec un prisme évidemment sur tout ce qui va se passer cette semaine. Parce que je vous Mmh. rappelle que Christiane Taubira avait donné rendez-vous autour du 15 janvier. Alors, Mmh, tout à fait, je ouais. ne sais pas si elle Non, va faire c'était quelque pas chose. un peu ah non, c'était 15 janvier? Parce qu'elle avait dit: «Oui, rendez-vous dans un mois». Je sais plus, on ira Elle avait dit autour du 15 janvier, mais comme elle a fait une OK. sortie ce week-end, voilà, je sais pas trop. Donc on pensait à ça, je ne sais pas si ça vous intéresse. Ou sinon, on fera pas un débat sur l'UPR, en tout cas, comme je peux le lire dans le chat. J'en suis navré. Désolé à Mmh, Carac. mais voilà, donc soit on Ouais, il y a parle si beaucoup à quelqu'un dire, oui. beaucoup à dire sur la gauche, ça effectivement. Donc voilà, éventuellement on parle là-dessus, mais il nous faudrait, bien sûr toujours des gens en plateau Des ou invités, des venez, invités. venez parler. Venez en parler avec nous, parlez-en autour de vous. Vous voyez comme on est sympa, Grave. bienveillant et accueillant, donc on serait ravi d'avoir un débat avec Mhm. vous en plateau. Voilà. Pas comme Macron, parce que Macron il a dit il a parlé de bienveillance dans ses vœux, mais en vrai il est pas bienveillant. Nous, on veut pas vous Non. emmerder en tout cas. Non, ça c'est vrai. Ça Ça, c'est c'est vrai. un truc déjà, on peut dire que c'est pas Voilà. pour nous ça. C'est vrai. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas à nous, encore une fois, à utiliser nos réseaux sociaux pour nous poster des bonnes idées, des réflexions que vous avez. Voilà. Éventuellement, une volonté de participer, ce serait incroyable. Mais, vous connaissez maintenant la chanson. Oui ou pas, si vous êtes nouveau, ça arrive aussi, Adrien, tu sais. Bon, en Oui, je tout sais, mais cas, là, dans le chat, on a beaucoup de ah quoiqueque nous, on a quelques nouvelles non, têtes. on a eu On a des Quelques habitués. on a eu nouvelles des têtes. follow, tout Non, c'est ça. vrai, c'est Attends, vrai, c'est vrai, c'est vrai. on On a tient le quelques nouvelles renouvellement. têtes. Ouais. Bah, merci à vous. J'espère que vous avez apprécié les débats d'aujourd'hui. Et justement, la semaine prochaine, ce sera un format un peu différent. On parlerait plutôt d'un seul sujet pendant 1 heure et demie. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas nous qui en parlions, justement. C'est que ce soit vous. Donc, c'est pour ça qu'on cherche du monde. Voilà. Oui, Tout à fait. Voilà, en voilà. tout cas, voilà, si jamais vous pouvez venir en plateau à en parler avec nous, ce serait génial. Si déjà vous venez et vous avez des choses à dire dans le chat, c'est génial aussi, sachez-le. génial. On serait très content de voir vos points de vue. On cherche à en avoir un maximum, des divergents de tous bords. On n'est pas là pour censurer, on Mmh. est là pour discuter avec vous. Non, vous avez Voilà. même le droit de pas être d'accord, hein, avec nous et c'est très Bah, bien. déjà, on n'est pas d'accord entre nous, donc à partir de là, enfin, je veux C'est dire, clair. on met en place, oui, on met en place une certaine idée de débat. En tout cas, ce sera tout pour ce soir. Merci Adrien, merci Alexis, Et ben, merci à vous 2, merci au merci, chat. merci au chat, effectivement, Merci à merci à tous. vous tous Merci à d'être là. toutes. Évidemment, nous ne serions rien sans vous. Voilà, et surtout, l'émission aurait beaucoup moins de sens. On serait juste trois mecs qui discutent au comptoir autour d'une bière. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère vous voir nombreux la semaine prochaine sur la chaîne. Abonnez-vous au réseau pour être sûr de savoir tout ce qui se passe, surtout quel est le sujet exact la semaine prochaine, probablement à gauche du coup, mais bon, on reste encore en suspens. Et sur ce, voilà, écoutez, j'ai plus qu'à vous dire bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout Bonne le soirée à tout le monde. monde. Salut. Ciao.